Bienvenue à la Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer des nouvelles que vous voyez passer ou utiliser le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S eSports au pluriel. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat, envoyez-nous vos commentaires, on va essayer de les prendre live durant le podcast et vos questions bien entendu, et comme vous le savez, rendu là, on va prendre une des questions qui est demandée durant le stream et on va la reposter sur les socials de Able Esports, et la personne qui aura demandé la question se méritera une caisse de 24 canettes de Gourou Énergie de la saveur de leur choix, livrée directement chez eux. Donc, n'hésitez pas de nous shooter vos questions et ça va nous faire plaisir de les prendre. Bon, sans plus tarder, merci encore d'être avec nous. Beaucoup de nouvelles ce soir, comme à chaque semaine, agréablement surpris. Vous avez moi, Mille, cofondateur et VP développement des affaires chez Able Esports et administrateur depuis récemment chez la Fédération québécoise de sport électronique. On a à ma gauche, oui, Léo Vinci, streamer Twitch et créateur de contenu chez Able Esports, entre autres avec tout plein d'autres projets, plusieurs desquels on va parler ce soir. Et Firefox, commentateur eSports, principalement sur League of Legends, consultant eSports aussi pour les cégeps et porte-parole du programme eSports du cégep de Sorel-Tracy. Starsfox était supposé d'être avec nous ce soir de retour, mais malheureusement, il y a eu une urgence, donc on l'a remplacé avec un très beau logo qu'il a créé quand même, donc on a... À faire le logo, legit. Ouais, j'allais dire ça, mais bon, au moins quelqu'un l'a dit. Léo, ce soir, ça va être Monsieur Hot Takes. C'est grumpy. C'est ça. Léo revient d'une soirée, il est 20h, il revient d'une soirée et il trouve que les gens de Montréal se pensent trop cool. Mais bon. Ah non, mais pour vrai, c'est cool. On pourra s'en parler peut-être vers la fin du podcast. On fait une ligne ouverte à la fin, là. Exactement. On va passer au sujet parce que, comme je viens de mentionner, il y en a quand même beaucoup et c'est le fun, mais on ne veut pas trop étirer le podcast. Donc, on va s'y lancer tout de suite. Le premier sujet va bien entendu beaucoup intéresser Firefox. Et je vais le laisser parler pas mal. Mais je vais quand même mettre la table. Donc, les finales de la LCSE se sont déroulées en fin de semaine passée. Nous avons parlé des finales de la LCSE lors de notre podcast de la semaine dernière que vous pouvez aller voir sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Firefox, comme je viens de mentionner, pourra vous en dire plus dans 2 secondes. Mais on parle donc ici de la Ligue collégiale de sport électronique québécoise, bien entendu, qui regroupe plus de 35 cégeps et plus de 500 joueurs dans les jeux de League of Legends, Overwatch et Rocket League. Si j'ai bien compris, la Ligue comprend 4 divisions à League of Legends, 3 divisions à Rocket League et 1 division à Overwatch. Donc, dans la division 1 de League of Legends, c'est le cégep Sainte-Foy qui a battu le cégep Saint-Hyacinthe, à une fiche de 3-0. Division 1 Rocket League, le cégep Édouard-Montpetit a battu le cégep Sept-Îles 4-3, donc assez serré. Et à Overwatch, c'est le cégep Granby qui a battu le cégep Montmorency 3-0. Les finales ont été streamées en direct sur 3 jours. Donc, la fin de semaine passée, c'est Firefox qui faisait la production. Donc, il vient de mentionner off-stream qu'il n'a pas beaucoup dormi. Mais on est content de l'avoir parmi nous ce soir. Je m'étais personnellement logué quelques fois pour regarder un peu. La qualité était vraiment belle, comme à l'habitude. Et il y avait quand même un bon viewership, je me rappelle bien. Mais bref, Firefox, je te laisse sur la table. Veux-tu nous en parler un peu de tout et de rien, comme tu veux? C'est libre. Ben oui. Ben écoutez, les finales, je vais y aller en 2 sections, parler un peu de mon expérience en tant que producteur, mais parler des finales en elles-mêmes. Mais tu l'as résumé, bon, les finales à l'École de sport électronique en est à ses débuts, c'est sa 2e année complète là, au niveau des finales, et cette année, l'an passé, on a des finales en ligne. Cette année aussi, avec la COVID, on a décidé de faire des finales en ligne dû à l'incertitude des mesures sanitaires, ces choses-là. C'est le genre d'événement qui se décide pas un mois à l'avance, bien entendu, c'est préparé des mois et des mois à l'avance quand même, et c'est encadré, veut pas, par la Fédération des cégeps. Il y a un comité de gouvernance élu par les cégeps aussi qui chapeaute le projet. Donc, j'avais beaucoup d'yeux qui me regardaient quand j'ai postulé pour la production avec le cégep de
Tracy pour le projet. Mais ça s'est super bien déroulé. Écoutez, cette année, c'était la plus grosse année, comme tu le disais, au-dessus de 500 joueurs dans presque une quarantaine de cégeps différents. Il y en a d'autres qui vont se joindre l'an prochain déjà qui l'ont annoncé. Wow. Ça grossit d'année en année et c'est toujours une grosse pression de dire que oui, on a 8 finales de sport électronique à gérer en un week-end et surtout sur plusieurs jeux. Donc, souvent, des finales d'événements, on va les voir sur un jeu spécifique, par exemple, ce genre de choses-là. Et là, on doit organiser ça sur 3 jeux différents. Donc, ça prend des gens qui s'y connaissent dans tous les jeux. Ça prend des spécialistes dans certains jeux. Donc, c'est un gros travail, honnêtement, de production. Et puis, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis dans le sport électronique depuis quand même assez longtemps. Je suis pas un vieux de la vieille, mais je suis pas jeune non plus. Mais disons, au niveau du casting, surtout au niveau de la description de match, ça fait environ 7 ans que je fais ça. De mon côté, j'ai fait organiser des LAN aussi. J'ai fait de la production vidéo, j'ai fait du montage vidéo aussi. J'ai joué ça, j'ai été streamer. Mais faire de la production, c'était très nouveau et c'est un truc que je voulais essayer depuis longtemps, de quitter l'avant de la caméra pour aller vraiment derrière et tout gérer. Et c'est très, très, très stressant. Je dois avouer, ceux qui font de l'organisation d'événements, je pense entre autres au LAN NTS qui s'en vient très bientôt, le week-end prochain en fait. Ceux qui organisent ça depuis des années puis qui sont capables de le faire encore et encore, gros chapeau, parce que moi, juste gérer une finale de la diffusion, engager les talents, engager les personnes à la technique, gérer un budget, ces choses-là, c'est des choses qui sont très, très, très stressantes. J'ai adoré, mais pas à tous les week-ends. Ouais, c'est ça, t'es content que la prochaine fois, c'est juste l'année prochaine. Oui, exactement, à ce niveau-là. Mais moi, j'ai adoré, pour vrai. La réponse a été super bonne. De mon point de vue de producteur, il y a beaucoup de choses que je voulais faire que j'ai pas pu faire. Il y a des choses que je voulais faire qu'on a réussi à faire. C'est quoi, mettons, que tu aurais voulu faire puis t'as pas pu faire? Un truc que je voulais dès le début, mettons, que j'ai pas pu faire, ça a été d'avoir un host, animateur général pour tout le week-end et mettons un analyst desk à ce niveau-là pour les matchs. Okay. Manque, pas seulement de budget, mais manque de temps et pour le faire, plutôt que de décider de le faire à la volée parce que je voulais le faire, j'ai décidé on le fera pas, puis on va juste essayer de se concentrer sur ces choses qu'on peut bien faire quand même, surtout pour une première fois pour moi comme producteur. Mais c'est de quoi que j'aurais aimé faire par exemple que j'ai pas pu faire pour différentes raisons. Manque de personnes qui ont postulé en fait, parce que je veux pas, c'est un appel à tous pour ceux qui voulaient partager sur le projet. Je voulais pas, vu que c'est moi le producteur, animer ces choses-là. Je voulais pas aller devant la caméra le moins possible parce que je savais que j'avais beaucoup de travail derrière. C'est le genre de choses que j'ai mis de côté. C'est un des exemples les plus concrets. Après ça, c'est des petits détails ici et là. Par exemple, j'aurais aimé avoir tel graphique, mais finalement, manque de temps. C'est une idée de dernière minute. On ne l'a pas implémenté dans la production, dans la diffusion. Fait que c'est beaucoup de choses que je fais. Oui, je voulais pousser un peu. J'avais mis la barre haute en disant que je voulais révolutionner l'image du e-sport québécois. Je disais ça un peu à la blague, bien entendu, mais je voulais montrer ma vision de ce que ça a l'air un show. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être faites, puis je prends le blâme en partie parce que soit j'ai mal prévu les choses, soit qu'il y a des choses qui étaient trop grandes, en fait, j'ai mis la barre trop haute. Mais il y a des choses qui se sont bien passées aussi. J'avais un gros défi cette année qui était que je voulais mettre à l'avant le talent collégial au niveau des casters. Fait que j'ai pas été avec les casters, mettons, professionnels québécois. Je vais le mettre entre guillemets ici, professionnels ici, mais ceux qui ont le plus d'expérience, ceux qu'on revoit le plus souvent. Puis j'ai voulu faire une espèce de mix 50-50, c'est-à-dire prendre des vétérans et aussi des descripteurs qui ont donné de leur temps pendant toute l'année pour leur cégep. Et puis ils ont relevé le défi haut la main. Parce que je pense justement, ce qui est très très cool de tous ces programmes universitaires, cégep, puis même secondaire, c'est pas juste le fait qu'il y a des joueurs qui jouent, mais justement, il y a tellement d'autres affaires autour, les casters, la production, les médias sociaux, tout ça, que le marketing, tout ça que les étudiants peuvent apprendre, des skills qui sont vraiment intéressants. Fait que j'ai vraiment aimé justement ton approche d'aller chercher des casters, des étudiants casters. On parle, souvent, en fait, aussi, je pense que pour faire du pouce là-dessus, là, puis après, tu me donneras ton avis, mais le fait de jumeler puis de, tu sais, je pense que nous on n'est pas de l'ère ou de la génération ou des générations qui va comme vivre pas la renaissance, mais comme vraiment le gros pop-off du e-sport québécois. Tant que ça, on va le voir plus tard.
mais on va pas le vivre comme les jeunes pourraient le vivre. Puis le fait de faire le mentorat un petit peu de caster que tu as proposé un petit peu, c'est quand même cool parce que on forme la relève, veut pas à travers ça, puis on essaie de démontrer aux jeunes que c'est de quoi de viable. Tu sais, ça fait, c'est dans nos temps, dans nos temps. Mais tu sais, c'était pas quelque chose de même. Mais tu sais, mettons, même moi, je me souviens à mon secondaire ou à mon cégep, le e-sport, ça existait quasiment même pas, tu sais. Fait que de pouvoir être un jeune du cégep présentement, puis de se dire qu'il n'y a pas juste. Tu peux non seulement être dans le domaine en étant bon aux jeux vidéo, mais plus que ça, tu peux être dans le domaine en étant charismatique puis en comprenant le jeu. C'est hot, tu sais, comme au même principe que quand je castais, je suis pas bon au jeu, mais comme c'est le fun de caster, puis c'est une porte d'ouverture vraiment facile pour du monde qui tripe sur le e-sport de juste s'embarquer dans le monde, puis ce qui n'était pas disponible il y a quelques années, tu sais. C'est hot. Ouais, c'était un peu l'idée que j'avais derrière. C'était comme si je voulais faire les choses différentes. Dans ma tête, c'est pas les. C'est pas un championnat du monde, là, loin de là, les finales de la LCSE. C'était une idée que je voulais amener d'avoir des descripteurs locaux, des jeunes. Je dis des jeunes dans le sens où souvent c'est des étudiants au cégep à ce niveau-là. Comparé à moi, ils sont jeunes à ce niveau-là. Mais c'est dans le sens où justement, je voulais apporter la chance, puis je me dis, gars, c'est pas une production professionnelle, c'est pas les championnats du monde de League of Legends, c'est pas la Overwatch World Cup, c'est vraiment, ça reste québécois, c'est local, c'est petit, on n'aura pas 10 000 viewers, il n'y a pas Nike qui va arrêter de nous commanditer parce qu'il y a un caster qui a fouillé à cause de ça, tu sais. Je veux pas, ça reste un show, tu sais, cégep en spectacle, tu sais, pour l'avoir fait, pour l'avoir vu, c'est un peu le même principe, c'est le talent local qu'on veut mettre à l'épreuve, ça fait partie de l'expérience collégiale, je veux pas, tu sais, quand t'es au cégep, si tu veux juste faire tes études, ben tu fais tes études, tu t'impliques pas dans une équipe de e-sport, tu t'impliques pas dans le troupe de théâtre, tu t'impliques pas dans le cheerleading, dans une équipe sportive ou dans l'association étudiante. Le collégial, c'est une expérience, c'est pour créer des souvenirs et créer justement des moments autres que les études. Puis je trouvais que les finales de la LCSE, ben, ça pouvait amener ça justement aussi. Ouais. Donc chapeau aux étudiants qui ont relevé le défi honnêtement à ce niveau-là. Ben, et chapeau aux étudiants qui montrent que le e-sport est un sport. Ouais. Ça, j'embarquerai pas dans ce débat-là, mais parce qu'on me le pose à tous les ans au cégep, honnêtement. C'est même pas un débat. Là. J'ai toujours un parent qui me pose la question, puis c'est plus un débat. On en parle juste. C'en est un, puis même selon la définition du dictionnaire, je définis n'importe qui dans le chat en ce moment de venir me voir. Puis, on aura peut-être un special, une émission spéciale J'aimerais du podcast vraiment juste pour parler de ça. Puis c'est ça le truc, on invite du monde qui croit vraiment pas que c'est un sport. Il faut les deux là-dedans. On va mettre tous ceux qui croient en bleu, puis tous ceux qui croient pas en rouge. Puis ça va être un petit. Et puis pour vrai, on les laisse faire. On les laisse être gênants. Twitch Rivals Esports. Moi, écoute, j'arrête pas de le répéter, mais justement, tu sais, nous, on en parle aussi de la LCSE puis de la LSSE aussi, juste parce que je trouve justement que ça rayonne pas assez à l'extérieur de ces puis c'est normal, là, mais de ces communautés-là, des cégeps et des secondaires, puis je pense que ça le mérite. Mais moi, une question pour toi, puis t'en as un peu glissé un mot, c'est... Puis quand tu l'as dit, moi, ça m'a fait comme « Ah, c'est maudit que ça serait cool ». Tu sais, faire les finales en personne, ça serait tout un événement. Ça pourrait vraiment, vraiment être cool. Je comprends avec la COVID, puis en termes de logistique, si tu penses que virtuellement c'est tough, j'ose croire qu'en personne, c'est toute une autre game. Oui, je pense que le plus gros problème des événements présentiels, c'est le lieu, là. Ouais. Une fois que après, tu travailles avec les cégeps, ils en ont de la place, les cégeps. Après ça, le problème, tu sais, mettons, moi, je coach dans un cégep, je coach le show au cégep. Puis avoir accès à des installations dans un cégep qui a d'autres sports où c'est un fight. C'est vraiment compliqué parce que mettons, tu veux le faire dans le gymnase. Tu veux le faire dans le gymnase parce que c'est la place qui a le plus de trucs. Là. Il y a les prises. Est-ce qu'il y a des équipes qui pratiquent? Est-ce qu'il y a des sports? Est-ce qu'il y a des ligues civiles? Est-ce qu'il y a des tournois? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? C'est tellement difficile de dealer avec les organisations du cégep. Puis après ça, la RSEQ qui gère les organisations du cégep. Ouais. Ben, le fait de l'avoir en présentiel, en fait, le gros problème qu'on voit, veut pas, parce que oui, je m'occupe du... distance, j'imagine. Ben, c'est un des problèmes, premièrement, mais outre la distance, parce qu'au final, tu sais, des finales
provincial, il y en a au hockey, il y en a au soccer, il y en a au basketball, volleyball, collégial, tu en as dans tous les sports. Je m'implique aussi dans le programme de hockey sur glace au cégep de Sorel avec les Rebelles. C'est moi qui fais la description des matchs. Fait que, quand Tedford ou bien, peu importe le cégep d'où c'est qu'il vient, quand ils viennent sur la route, Alma s'en vient passer un week-end à Sorel. Ils en font de la route aussi. Ça se fait dans le calendrier, ça se met. Mais qu'est-ce que envoyer toute une équipe de hockey genre dans un bus, ça fait quand même différent que d'envoyer genre 3 joueurs de Rocket League. Là. Le problème avec ça, c'est que c'est pas tous les cégeps qui mettent la même énergie puis qui considèrent le e-sport de la même manière. Il y a quelques cégeps qui le considèrent comme la plupart de leurs autres sports, fait qu'ils vont mettre des ressources, de l'argent, un local, des ordinateurs, tout ça. Puis il y a des cégeps qui font comme les joueurs, vous jouez de la maison, puis si vous êtes chanceux, on va vous prêter un laptop pour que vous puissiez jouer à la cafétéria les soirs de match, littéralement. Fait qu'ils se voient même pas, tu sais, puis ils investissent pas d'argent. Là. Les joueurs sont chanceux s'ils ont un t-shirt pendant l'année avec le nom de l'équipe, parce que les autres, c'est du socio, c'est fait sur le site, dans une classe ou dans une cafétéria, littéralement, le soir, puis ça a l'air drôle d'une même, mais c'est vrai, il y a des cégeps, c'est ça, je l'ai vu. Ouais, mais c'est un bon début quand même. Là. On va y arriver. Comme je dis, on va pas le vivre, mais on va le voir. Je pense qu'on va le vivre. Pas en tant qu'étudiant, en tout cas. Non, pas comme étudiant, non, c'est sûr et certain, mais je pense que moi, je vais le vivre. Moi, j'ai espoir que je vais le vivre dans les prochaines années avec la LCSE, d'avoir une finale en présence. Après ça, je suis pas dans le secret des dieux. Moi, c'est des idées que je lance ici et là, mais je donne un exemple. Mettons, cette année, ça a été le timing aurait été quand même pas pire, mais ça aurait été un méga combo. Tu t'associes, mettons, à un événement comme le LAN ETS ou un LAN. Justement, Tu fais un combo, un 2-1 pour faire ce genre d'événement-là. Ça remplit le stage, ça book tes moments le week-end. C'est sûr qu'à l'ETS, c'est plus petit, mais dans le temps où c'était justement, on faisait ça à la Place Bonaventure, ce genre de choses-là, au Palais des Congrès, où est-ce que la salle est plus grande, c'est facile. Il y a moyen de monter un stage. Pour ça, par exemple, je lance l'idée de même, je suis pas dans le secret des dieux, c'est pas une chance que ça va arriver, mais c'est une idée qui, tu combines ça avec un événement, plutôt que de faire juste ça, tu fais un 2-1, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, ne veut pas, parce que tu fais de la visibilité autant pour un que pour l'autre aussi, t'attires du public supplémentaire. 100%, puis ça donne justement, puis je sais même pas, ça se peut que je l'avais même mentionné sur le podcast, mais justement, ça donne du rayonnement à ces jeunes-là à l'extérieur de leur communauté cégep. Puis c'est quelque chose qui est déjà organisé. Puis non, moi je trouverais ça vraiment, vraiment cool. Est-ce que vous avez des plans, sais-tu, de rentrer dans d'autres jeux? Je vois Overwatch, puis j'ai l'impression que c'est pas... Juste pour moi, là, c'est quoi les jeux, là? Overwatch, Rocket League, League of Legends. En ce moment, moi, je me demande, genre, Overwatch, je sais que vous êtes dedans. Il n'y a pas tant d'équipes, genre Valorant me semble Overwatch, comme League of Legends et Rocket League. Rocket League, ok, mais... Léo a bu des rum and coke à $14. Non, mais c'est parce que genre, moi, j'ai genre de voir la réponse parce que je me questionne pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un des plus gros e-sports en émergence au monde. C'est récent, Valo. Là. C'est très récent. Oui, mais jeu, c'est le sport, un des sports les plus... Valorant a même pas un an, premièrement. Il est apparu pendant l'été. Donc, je veux pas, la sélection des jeux, premièrement, est faite pendant l'été à ce niveau-là. Puis c'est trop récent. Demander aux écoles qui va embarquer là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que pas la LCSE, comment ça fonctionne grosso modo. Comme tu sais, je suis pas dans le secret des yeux, mais à tous les ans, on a des réunions avec les cégeps pour établir une liste des jeux potentiels. Et Valorant, depuis sa sortie, est dans la liste des jeux potentiels à inclure. Le gros problème avec ce genre de jeu-là, en Colosse, c'est que c'est scolaire, c'est très géré et malheureusement, j'ai envie de dire, au collégial, il y a encore des étudiants mineurs. Dans c'est certains violent cas. comme jeu, mais c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Overwatch. Là, parce que... Overwatch a passé ce qui est très cartoonish, c'est pas un jeu de tir, les armes sont moins réalistes en tant que telles. Ça a passé aussi parce que l'objectif n'est pas juste d'éliminer l'adversaire, souvent c'est des zombies de ça. Je comprends. C'est la raison pourquoi Rainbow Six ne passe pas dans tous les cégeps. Certains cégeps l'offrent, certains cégeps ne l'offrent pas. Ouais, c'est clair. Valorant, c'est vraiment propre au cégep et aux mentalités de la direction souvent qui va gérer ça. Valorant, c'est giga cringe aussi. Non, mais Valorant ont pensé à ça justement quand ils ont créé leur jeu, puis c'est pour ça que c'est un peu plus cartoony aussi. Puis mais ouais, c'est sûr que ça passe peut-être pas dans le beurre tout de suite, mais je pense que ça va venir là. Ouais. Mais c'est pour ça que moi, Rocket League, le potentiel est huge. Là, mais Rocket League, c'est le jeu qui a le plus d'équipes qui s'ajoutent à tous les ans, honnêtement. C'est aussi le skill ceiling est giga élevé en plus. Là, comme tu peux avoir du gros gameplay, mais... Je trouve vraiment que la gestion puis la gestion collégiale des sports là, est giga cringe, honnêtement.
Ben, c'est tôt. C'est tôt dans la game. Puis, on en a parlé souvent. C'est des établissements qui sont old school, puis université, même chose, qui sont gérés par des gens qui sont d'habitude plus vieux, cheveux gris. C'est le genre de monde qui pense que les jeux vidéo provoquent de la violence chez les gens. Ben oui, puis il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Puis nous, on le voit, on n'est même pas dans les écoles, mais nous aussi, on le voit là, quand on parle à des partenaires qui sont pas dans l'e-sport. Gourou les premiers, là, on a eu beaucoup de discussions avec eux avant qu'ils rentrent, puis il fallait les éduquer, il fallait leur montrer que le risque était pas là. C'est des discussions qui sont très, très souvent là, mais pas assez encore. Puis, Miss Harvey, c'en est une québécoise qui fait beaucoup de job à ce niveau-là. Puis la FQSE aussi, bien entendu. On va y arriver. Là. Moi, je suis déjà impressionné. Là. Une quarantaine de cégep avec plus de 500 joueurs. Tu disais que tu voulais révolutionner le e-sport québécois, mais moi, je trouve que, man, c'est déjà tout un exploit. C'est la bonne voie, Ben oui, c'est clair. C'est de tous mettre son effort là-dedans aussi, veut pas, c'est pas un effort individuel, c'est de convaincre les gens un à la fois, puis tout le monde embarque. Tu le parlais avec les commanditaires, c'est la même chose que les écoles, c'était pas gagné d'avance qu'on a amené le projet il y a quelques années, puis lentement mais sûrement on essaie de convaincre les écoles de mon côté. Moi j'ai été chanceux d'avoir un cégep hyper open sur l'idée. Puis quand ils m'ont dit on démarre le programme, on te donne carte blanche pour monter un local e-sport, là la carte de crédit. C'est pas exactement ce que c'est. C'est presque comme ça que ça s'est passé. J'ai dit carte blanche, ils m'ont dit avec réservation, mais genre, tu sais, on n'a pas dit non, on dira pas ça c'est trop cher. Genre, c'est ça. Mais tu sais, fait qu'on y allait. Tu sais, on avait mis les 3080 n'étaient pas sortis, la série 3000, fait qu'on a mis des 2080 dans tous les PC gaming, tu sais, des écrans. On avait mis le gros budget dans le local, puis on voulait se faire démarquer à ce niveau-là. Mais comme je dis, c'est de convaincre petit à petit que c'est une solution intéressante. Puis ça a gagné en popularité indirectement. Le COVID a aidé un peu. Quand tu n'as plus de sport dans les cégeps, quand tu n'as plus d'implication sociale, tu n'as plus d'activité, qu'est-ce qui reste pour promouvoir l'identité scolaire? Ben, le e-sport se plaçait bien, mettons, à distance. On va se l'avouer à ce niveau-là pour créer une rivalité collégiale puis faire parler un peu de la compétition et de l'expérience de vie collégiale. Fait que ça nous a aidé un petit peu, honnêtement, on va se l'avouer. Mais c'est de convaincre les gens petit à petit. C'est un combat qui va rester encore dans les prochaines années de convaincre les jeux vidéo. Il y a du positif. Ouais. Écoute, je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Ça fait déjà 20-25 minutes, mais j'adore le sujet, fait que je suis très très content qu'on s'en ait parlé. En même temps, on fait juste du pouce là-dessus, puis on transite vers... Exact. Quoi de similaire. Exact. On va passer au prochain sujet, donc en parlant justement du LAN ETS et des tournois virtuels. Le LAN ETS, comme vous le savez sûrement déjà, organise une série de tournois virtuels dont StarCraft 2, Dota 2 et Rainbow Six. Comme tout le monde le sait déjà, puis que Firefox vient de le mentionner, le LAN ETS a lieu dans une semaine et un jour, donc pas ce vendredi, mais celui d'après, du 13 au 15 mai à l'ETS cette année. Avant l'événement, ils ont décidé d'organiser 3 tournois virtuels pour des jeux qui n'auront pas de tournoi officiel lors du LAN. Donc, la semaine dernière, on a eu où ont lieu les tournois de StarCraft 2 et Dota 2. On avait parlé la semaine dernière, justement, donc, si vous vous rappelez, il y avait des kits de HyperX à gagner pour ces 2 tournois-là. Pour StarCraft 2, il y a eu 10 joueurs qui se sont inscrits et c'est Jig qui a remporté la finale contre Sac de fromage par une fiche de 3-0. Pour Dota 2, c'est 6 équipes qui ont participé et la crème de la trash ont battu Emotional Damage en finale. Il reste un 3e tournoi virtuel avant le LAN, dont celui de Rainbow Six qui aura lieu ce week-end. Ça, c'est sur 2 jours, le 7 et 8 mai. Puis pour ce tournoi-là, le LAN ETS a annoncé qu'il y aura un prize pool de 2000 $, ce qui est quand même non négligeable selon moi. Fait que je sais pas, messieurs, si vous avez des réactions soit au tournoi StarCraft 2, Dota 2, ou sinon des attentes vers le tournoi de Rainbow Six à 2000 $, ou juste, tu sais, comment vous pensez que les tournois virtuels se sont déroulés? Moi, j'ai un avis, puis... Je suis prêt à le donner, là, mais c'est d'un gars qui connaît encore une fois pas le monde des tournois, puis des LAN, puis tout. Là. Mais là, on parle d'un tournoi virtuel, right? Dota 2, StarCraft 2, c'était des tournois en ligne. Rainbow Six aussi. Ouais. C'est virtuel, c'est pas au LAN. Non, exactement, c'est ce week-end. Se fait avant le LAN. Mais moi, tu vois, mon avis pour l'équipe du LAN ETS, là, c'est d'un point de vue événementiel, c'est que ce 2000 $-là, à mes yeux,
il aurait pu être utilisé d'une manière à faire encore plus briller l'événement puis à améliorer l'expérience des personnes qui vont à l'événement. Et je trouve que c'est vraiment cool de vouloir faire briller le e-sport, de faire un tournoi de Rainbow Six à 2000$ dans lequel il va sûrement avoir des équipes qui vont être pub la plupart du monde, plein de monde qui vont juste dire « Hey, on participe au tournoi pour le fun. Haha, c'est un cool moment. » Mais je pense vraiment que quand tu prépares un événement là, comme le LAN ETS, qui est un des plus big events au Québec, veux pas de e-sport, jeux vidéo, streaming. Le plus big maintenant. C'est pas maintenant le plus big, mais comme à mes yeux, ce 2000$ là, ok, là, excusez mon langage, mais on s'en fout. Là. Attends, c'est ça le langage qui t'es excusé. On sent du monde qui font du R6 offline. Honnêtement, cet argent-là devrait aller beaucoup plus dans l'organisation du LAN, dans le local, dans les installations, dans les prix, peut-être dans la merch gratuite que tu pourrais donner, dans l'expérience du visiteur, dans l'expérience du streamer, dans l'expérience de la personne qui participe au tournoi. C'est le LAN ETS. C'est pas le LAN eSports Québec. Là. Comme moi, c'est vraiment ça. Je vois, c'est vraiment cool pour R6 et les jeunes qui veulent participer. Mais à mes yeux, cet argent-là aurait dû être donné ou utilisé dans une amélioration de l'expérience des participants du LAN ETS parce que autant que l'événement est cool, ça peut toujours être plus cool. Puis 2000$, comme on dit, c'est pas négligeable. Et ça aurait pu être redirigé pour améliorer n'importe quoi de l'événement. Puis ça, je le prends puis je le mets à tous les autres tournois qui ont été faits avant le LAN ETS. Si jamais le LAN ETS veut mettre 2000$ par tournoi dans des choses qui fassent ça hors LAN ETS, puis ça, c'est mon avis. C'est parce que t'as pas vu le price pool des autres jeux. Ben, augmenter le price pool des autres jeux. C'est ça que je dis. Il est beaucoup plus haut. Ben... Ok, je retourne la question. Je crois même pas c'est quoi le point. Non, mais pourquoi on mettrait pas un price pool dans un tournoi que les gens veulent avoir? Ok, je retourne la question à l'envers. Mais je pense grosse vague de COVID, le LAN ETS est annulé. On peut plus faire de tournois présentiels. Fait que les tournois online devraient pas avoir lieu quand même par l'ETS. Mais c'est pas bon. Ben non, ça n'a pas rapport. Non, mais je pense que son but, justement, c'était... Non, mais on parle pas d'un cas de COVID. Non, mais on peut pas prévoir tous nos events en fonction d'un peut-être ça va être annulé parce que sinon on prévoirait jamais d'events où c'est 40% des profits et des budgets de tous les events qui existent seraient en prévision d'un peut-être ça arrivera pas. Je pense le depuis point. 2 ans, on n'a pas le choix. Je pense le point de Léo, du moins de moi, comment je l'ai entendu, puis j'y avais pas pensé de même, mais je suis quand même d'accord avec sur le coup, c'est que si tu organises un événement, puis je vais réutiliser le mot de Léo, un giga événement, peut-être que tout ton focus devrait aller envers cet événement-là plutôt que de faire des trucs un peu à côté. C'est sûr que les tournois virtuels, ils l'ont fait l'année dernière, là, le LAN ETS chez vous, je pense que c'était parfait ce qu'ils ont fait. Justement, ils ne pouvaient pas le faire en personne. Fait que c'est... D'un côté, je comprends pourquoi ils le font, parce que il y avait quand même une communauté Rainbow Six qui voulait des tournois qui étaient un peu déçus. Fait que j'imagine que la LAN ETS a capitalisé là-dessus avec ce tournoi-là. Après, si tu vas faire un tournoi virtuel, pourquoi ne pas juste l'avoir fait la fin de semaine du LAN ETS aussi? Là? Ça, je suis pas clair là-dessus. Mais si je regarde puis j'ose croire que la participation pour Rainbow Six va être plus élevée, mais si je regarde la participation des autres tournois, genre faire un tournoi virtuel pour 10 joueurs de StarCraft 2, ça me semble comme beaucoup de jobs pour pas beaucoup d'impact. Puis à date, il y a juste 6 équipes de Rainbow Six inscrites dans leur tournoi. Puis je pense pas qu'il va en avoir tant que ça, surtout si c'est juste des équipes québécoises. Genre, c'est pas une immense communauté quand même. Je suis pas contre. Écoute, c'est cool, c'est vraiment nice d'avoir un tournoi de 2000$ de Rainbow Six québécois. C'est très, très, très cool. Mais après, est-ce que c'est LAN ETS qui devrait le faire? Je comprends pas le point. Une semaine avant l'événement. Genre, pourquoi? À quoi ça sert? Au bout du compte, je comprends que c'est cool. Il y avait juste un étudiant ou deux, ou genre un groupe d'étudiants dans l'association étudiante qui aime Rainbow Six, puis on dit « Ah, c'est vraiment pas, est-ce qu'on pourrait juste faire un tournoi virtuel? » Genre, puis mon point est pas contre les tournois à 2000$ de R6. Ça, c'est huge. Mon point, c'est genre, pourquoi est-ce que LAN ETS met 2000$ dans ça, qui est virtuel, qui fait...
c'est juste du monde qui vont participer pour gagner le 2000 $. Au bout du compte, à mes yeux, ça aide pas le LAN, ça aide pas le e-sports québécois tant que ça parce que c'est juste en contexte du LAN. C'est genre. Je suis surpris qu'il l'ait pas juste fait sur place. S'ils ont le budget. Genre, fais-le sur place, fais-le sur la fin de semaine, diffuse-le durant la fin de semaine. Mais comme t'es le LAN ETS, puis tu mets 2000 $ du budget que le monde pour lequel paye pour venir, veux pas, c'est de l'argent qu'on dépense pour venir au LAN, puis tu le mets sur une fin de semaine qui n'a même pas rapport au LAN. Moi, c'est ça que je comprends pour pas. Jouer en plus. Il est gratuit pour jouer. Fait que littéralement, mettons, le monde qui vient streamer, jouer, puis tout, ils mettent le tournoi de Rainbow est gratuit, StarCraft et Dota 2 aussi. Oui. En tout cas, moi, c'est mon point, c'est pas anti-R6, c'est plus comme, man, t'as 2000 $ à mettre sur un tournoi une fin de semaine avant ton event. Je suis surpris de plus en plus qu'on en parle, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas juste fait. Non, mais dans ma tête, le tournoi était payant, ok. Fait que ça serait déjà peut-être plus logique. Même si c'est à distance, 20 $ l'inscription par jour. Ils sont allés le chercher un commanditaire, c'était 2000 $ là. Probablement. Mais ça, j'aurais plus compris si c'était comme un commanditaire spécifique qui voulait absolument un tournoi Rainbow Six, qui leur a donné tout le budget pour le faire, puis le tournoi aurait été labelé genre LAN ETS, powered by, je sais pas, l'Auto-Québec pour Rainbow Six, ce qui n'est pas le cas ici. Ouais. Ça, j'aurais peut-être déjà plus compris, mais je suis d'accord avec vos commentaires. Je pense qu'on est tous pas contre un tournoi Rainbow Six de 2000 $, mais de plus en plus que j'y pense, je suis comme... Moi, c'est le fait que le LAN prenne 2000 $ de son budget, qui aurait pu aller au LAN, puis le mettre dans un tournoi à 2000 $ dans un event qui est déjà dans une place moins grosse que d'habitude. Comme 2000 $ là, pour le nombre de personnes qui vont être là, tu peux en faire des choses cool avec. Gaudier, dans le chat, il dit « La communauté Rainbow Six ont toujours été huge au Québec. Ils ont été quand même mad de rien avoir cette année. Donc, je comprends le move de le faire en ligne, mais c'est très gros comme prize pool pour du en ligne. Les teams américaines vont venir envoyer le tournoi. » Je suis pas certain de ça, parce que j'ai pas vu beaucoup d'équipes, puis c'est pas très publicisé. Après, je sais pas s'ils se limitent au Québec ou pas. J'ai rien vu dans les règlements, mais je les ai pas vraiment lus. Tout le monde peut participer de mémoire pour être sur le Discord de la NTS. Je sais qu'il y a des joueurs européens qui l'ont demandé. On peut faire un poll dans le chat? Il devrait avoir du NACL là-dedans. Là. C'est pour 2000 $ sur 2 jours, c'est n'importe quoi. Mais moi, je suis juste sur... Tu sais, je suis d'accord avec Goddy, puis je suis d'accord avec le sentiment de justement... de justement faire un tournoi de Rainbow Six, mais après, si tu vas le faire sur 2 jours à 2000 $, la production, les casters, tout ça, n'a pas de sens. Pourquoi juste ne pas avoir fait une fin de semaine après, puis sur place? 2000 $ t'en payes du budget de production, là, quand même, veux pas, ou genre, t'en payes... Je confirme. Genre... 2000 $, c'est énorme! Non, j'ai genre beaucoup moins que ça, on en fait pas mal. Là, mais... Genre comme, non mais veux pas comme, mettons je prends un exemple, mais le LAN Able qu'on a fait là, a coûté moins que 2000 $. Il y avait un prize pool de 1500, donc non. Excluant le prize pool, oui, mais tu sais, nos casters, Léo Vinci et Virulent travaillent gratuitement. Bernie Media a été assez gentil pour le faire. Moi, je travaille pas gratuitement, je travaille ça pour la façon. Pour le faire gratuit aussi. Non, mais le point est que genre, tu peux faire beaucoup de choses avec 2000 $. Puis pour moi, je trouve qu'un event pré-event avec un prize pool de 2000, c'est vraiment juste mal utiliser l'argent qui aurait pu être utilisé pour encore faire plus briller la scène R6. Bernie dans le chat, il dit 2000 $ qui aurait pu être dans ses poches. J'aurais 2000 $, on a droit à 30 minutes avec Bernie. Give me my 2000 biscuits, s'il vous plaît. Bon, écoutez, j'ai aimé le débat. Je pense pas qu'on va venir à une conclusion, mais c'est cool. Comme je m'attendais pas vraiment à ce débat-là. Mais merci Léo pour tes hot takes ce soir. C'est toujours le fun. On va quand même passer à un autre sujet parce il y en a des sujets. Donc, j'ai bundlé tout plein de sujets en un ici. Là. J'ai juste mis nouveau roster parce que cette semaine, my God, qu'il y a eu des nouveaux rosters. Je vais les passer en rafale. Vous prendrez des notes mentales, puis vous me direz après si vous avez des réactions sur quoi que ce soit. Donc, pas mal de nouveaux rosters. Premièrement, Alpha One annonce une équipe de Rocket League pour le LAN ETS. Donc, certains l'ont peut-être vu venir, mais Alpha One dévoile que Linear, Saf et Kirby vont les représenter au tournoi de Rocket League du LAN ETS. Le tournoi en question compte déjà plus de 24 équipes inscrites et un prize pool de 3500 $.
qui aurait pu être 5500$ s'il n'aurait pas fait le Rainbow Six. Quand même un roster qui semble assez fort. On avait parlé de Linear à quelques reprises lors de notre podcast. Ayant passé par Mirage et Vexo et s'étant retrouvés sans équipe pendant un bon moment après un peu de drama. Nous sommes donc contents, du moins de mon côté, de le revoir ici dans une nouvelle équipe de Rocket League. J'ai par contre l'impression que ce soit un roster monté que pour le LAN ETS et limité pour Alpha One pour l'événement aussi, mais bon, on verra. Ensuite, Virtual annonce cette semaine un joueur de Super Smash Bros. Qui les représentera au LAN ETS, soit Vuja. Vous vous souviendrez que le LAN ETS ont annoncé un tournoi officiel lors du week-end pour Super Smash Bros. Ultimate et un autre tournoi pour Melee. Les deux tournois n'ont aucun participant d'inscrit à date sur le site, mais j'ose croire que ça va être quand même relativement populaire lors de la fin de semaine. On vous rappelle que le prize pool pour ces tournois-là, c'est 1250$ pour Super Smash Ultimate et 750$ pour Super Smash Melee. Les jeux de fighting game sont un peu moins mainstream, surtout dans les organisations québécoises de e-sport. Donc, c'est quand même cool de mon point de vue de voir cette annonce selon moi. Après, encore une fois, je ne suis pas certain si l'annonce n'est que pour le LAN ETS ou si c'est un recrutement plus long terme. Encore une fois, quelque chose qu'on verra avec le temps. Une semi-nouvelle ici avec Vexo qui dévoile officiellement leur équipe de Valorant. Aussi cette semaine. Ouais, c'est ce que Vexo sort, c'est absolument incroyable en termes de graphisme et de vidéo. Nous en avions déjà parlé de ce roster-là il y a 2 ou 3 semaines. Quand ils ont battu T1 et perdu contre TSM Academy dans le Knights Monthly du mois d'avril. C'est un roster que Vexo ont depuis déjà un moment, mais qui avait comme pris un certain break avec 1 ou 2 joueurs du roster initial qui étaient partis. Vous voyez donc le, entre guillemets, nouveau roster sur l'écran, à savoir Zekay, Dre, Marwan, Swervo, Loglumpy, avec Virginia comme coach et Nick comme manager. Tout ce monde-là. Ben, c'est majoritairement justement un roster américain, mais qui ont quand même pas mal de potentiel. Je crois qu'ils sont rank genre 54e en Amérique du Nord présentement sur le site de VLR. Ben écoute, top 50 des équipes de Valorant en Amérique du Nord, c'est quand même bon. Il y a beaucoup d'équipes en Amérique du Nord? C'est à 3 équipes. Des centaines. Puis justement, en parlant de semi-annonce d'équipe de Valorant, Valors annonce son équipe de Valorant aussi cette semaine. On les voit à l'écran, Paige, Noke, Phalanx, Karma et Wolf. Il s'agit ici d'une équipe... Tu as trouvé une équipe! Ouais. Je l'aime, je suis content pour lui. Puis Léo dit ça parce que Wolf a joué pendant un moment avec les gars de Synergy, donc l'ancienne équipe d'Able Esports québécoise. Et quand Volcan est parti, ils se sont retournés vers Shark, si je ne me trompe pas. Je pense que ouais. Et maintenant, Wolf s'est retrouvé chez Valors, un joueur très très fort, Radiant, Immortal. Énorme mécanique, ce gars-là. Ouais. Énorme mécanique. Allez le suivre sur Twitter pour ses highlights, c'est quand même impressionnant. Donc ici, comme vous pouvez le comprendre, c'est une équipe québécoise qui se représente au LAN ETS. Certains auraient probablement vu venir cette annonce, mais quand même un line-up assez fort de joueurs. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont être capables de faire contre les autres équipes québécoises qu'on a justement vu jouer récemment au LAN Able, comme Synergy, l'équipe de Able, les Ibu, ou plus couramment connus comme l'équipe à Beaver. Les 99 Thievers. 99 Thievers. Encore une fois, ici, je ne sais pas si c'est une annonce que pour le LAN ETS, mais avec ce line-up-là, franchement, j'espère que ça va durer plus longtemps. C'est vraiment cool d'avoir une 3e ou 4e équipe québécoise de Valo. Avais-tu une autre équipe à montrer, un autre roster change, ou je peux tout de suite embarquer? Un dernier, puis tu peux embarquer sur... ou même pas. Est-ce que j'en ai un? Ouais, je pense que j'en ai un, mais je ne retrouve plus l'annonce. Mais attends, je vais te retrouver l'annonce. Tu m'as montré un truc de prendre scrims with the boys in first place. Valors. Finalement, Valor, justement, merci Léo, aurait aussi recruté une équipe de Apex. Ça, c'est ça, là. Ça, c'est les jeux à Léo. On voit qu'il aime Valorant et Apex. Je pense pas qu'il y ait d'annonce officielle, mais on a vu passer sur les réseaux un post de Cobra que vous voyez à l'écran. Indiquant qu'il avait eu des bons résultats récemment en scrim avec son trio de Blesna et Benzo.
screenshot à l'écran montre le nom de Valors comme nom d'équipe, donc peut-être un petit leak pour vous aujourd'hui. 3 joueurs. Vous couperez Cobrax, puis vous direz Léo vous donne un bisou. Oui. 3 joueurs de haut calibre, si je ne me trompe pas. Cobrax était un créateur de contenu et un créateur de contenu il est qui a d'ailleurs récemment fait un stream de 50 heures d'affilée pour monter de bronze à master en un seul stream. Benzo, je connais moins personnellement, mais Blesna, le monde connaît sûrement plus de ses jours comme joueur Overwatch. Je pense qu'il était dans les top 500 au monde à un moment donné. Bref, personnellement, j'aime bien l'annonce car c'est un jeu qui avait comme commencé en force, Apex, perdu un peu de momentum, puis là, qui reprend tranquillement de la popularité. Puis même moi, je me suis mis à jouer avec des amis récemment, après 20 ans de pas mal juste du CSGO ou du Counter-Strike, puis un peu de Valorant. Donc, écoutez, c'est ça. C'est un peu ça l'annonce. J'ai pas mal d'annonces de roster. Je sais pas si vous avez des réactions. Je sais que Léon a sur certaines annonces ou votre avis sur les sujets de roster américain, la pensée derrière un recrutement de roster ponctuel pour uniquement un événement spécifique, le fait de rentrer dans des jeux un peu moins courants. Allez-y, messieurs. Firefox, je te laisse la parole si tu as un avis en premier parce que j'ai. Bien sûr. Par expérience, écoute, le LAN ETS, c'est toujours ça. Des rosters créés juste pour ça, que ce soit très souvent, c'est des rosters hybrides québécois. J'en ai vu tellement québécois américains, québécois ontariens, ou des équipes qui décident de se former pour cet événement-là. C'est souvent un des premiers événements de l'année, si on peut dire ça ainsi. Ça se passe souvent au printemps, le LAN ETS. Puis des rosters créés juste pour LAN, puis après ça, que ça se disbande ou ça tient plus, j'en vois plein. Pourquoi? Parce que le LAN ETS, c'est souvent un événement avec des prize pools quand même intéressants. Au point que ça vaut la peine de se monter une très bonne équipe puis essayer de compétitionner à ce niveau-là. Il y en a qui vont pour le fun, mais il y en a qui vont pour smurfer la compétition, si vous me permettez l'expression. Puis sur les 10, 15, 20 équipes inscrites sur un jeu, t'en as 2, 3 qui ont des chances, puis le reste, on le sait, qui se rendront jamais au final à ce niveau-là. Fait que, oui, c'est le genre d'événement où on va voir des rosters qui se créent que pour l'événement. Après ça, qui vont se séparer des équipes, des petites équipes amateurs, des équipes semi-pro, ou même des grosses organisations qui créent un roster juste pour ça. Mirage le faisait à tous les ans. Je sais pas s'ils vont le faire cette année, mais c'est quoi le thinking qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait pendant 6 ans, je pense, créer une équipe juste pour l'événement. C'était où ils vont commanditer des joueurs qui n'ont pas d'équipe à ce niveau-là. Tu sais, je sais pas. Créer des rosters pour juste le LAN ETS, c'est ça à tous les ans. Les grosses équipes qui gagnent souvent, c'est ça. Il n'y a pas de dynastie en tant que telle au LAN ETS. C'est à toutes les années, c'est des personnes différentes qui vont gagner le tournoi, que ce soit League of Legends, que ce soit Rocket League, que ce soit CSGO. Tout le temps du monde différent qui arrive avec un roster créé juste pour l'événement. Fait que ça, c'est pas. Ça pour l'événement, c'est un truc. Comme tu dis, sur le side à ce niveau-là. J'ai vu dans le chat aussi tantôt rapidement pourquoi il n'y a pas beaucoup de love pour les fighting games, parce qu'on parlait qu'on avait un joueur qui avait été recruté justement pour Smash. Ils ont annoncé, l'ANETS a annoncé aujourd'hui que les gagnants de Smash allaient se rendre au championnat canadien aussi. C'est ça, de Get on My Level. C'est les championnats canadiens de fighting game. Fait que les gagnants de Smash vont avoir un billet pour se rendre là-bas. Fait que c'est quand même... on va peut-être avoir un beau petit représentant québécois là-bas. Qui sait? Cool. Mais ça donne un peu plus de valeur au tournoi parce que même moi, je vais être fan des fighting games. C'est cool de voir du Smash. J'aime ça regarder. C'est cool à voir. C'est un jeu que j'ai toujours aimé, mais... C'est pas de là à avoir. J'ai pas un méga intérêt à regarder ça. Je vais regarder la finale, puis ça finit là souvent à ce niveau-là. Ouais, je trouve ça long des fois. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça aussi, parce que souvent, c'est beaucoup de joueurs, puis c'est du 1 contre 1. Hein. Je veux pas. C'est pas du 5 contre 5, où justement, ça peut aller vite. Le nombre de joueurs, tu vas diviser ça assez vite. Des fois, tu peux avoir 100 inscrits sur un tournoi de Smash. Faut que tu joues toutes les 1 contre 1 à ce niveau-là. Faut que tu fasses aller, fait que ça peut être long. Mais aussi, c'est peut-être ça, je sais pas. Les fighting games, c'est pas mon dada. J'ai joué longtemps, que ce soit Dead or Alive, Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter un petit peu dans le temps des arcades. C'est le genre de jeu que j'ai adoré quand j'étais jeune, mais j'étais pas très bon, mais j'adorais pareil. Moi, ça a fini avec les arcades aussi, ces jeux-là. Exactement. Moi, j'ai jamais aimé ça. Ouais. T'as une petite quoi, Léo? Apex, ouais. Non, mais j'aime Smash. Je veux dire, quand je jouais au foot, on avait une télé, puis on avait le jeu Smash, puis on gamait les boys de foot à Smash. Puis, mais je trouve que le skill ceiling est peut-être trop... pas trop élevé, mais le skill gap est trop élevé, je pense, dans les fighting game. Puis je veux pas trop m'attarder là-dessus parce que je veux parler de roster, mais je trouve que le skill gap est trop clair.
il y a trop une grosse différence entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est casual. Yeah. Genre, tu joues, mettons, tu peux pas jouer pour le fun à Smash contre quelqu'un qui est bon. Parce que tu te fais sauter, puis quand tu te fais sauter à Smash, c'est même pas le fun, t'apprends même pas. Fait que ça, c'est mon problème avec les fighting games. Je pense que c'est le gros problème, c'est ça. Parce que le content est bon, la dynamique est cool, mais je pense que un truc qui est justement pas inhérent au FPS, c'est que le skill gap est trop énorme. Mais bref. J'aime bien ça jouer à Smash, c'est ça mon point. J'ai joué à Soul Calibur à GameCube toute mon enfance. Ah oui. J'adorais ça. Mais tu sais, moi, mon point pour les rosters, là, j'aimerais juste lancer de quoi aux organisations d'e-sport qui sont peut-être à l'écoute présentement. C'est que est-ce qu'on peut arrêter de présenter des rosters pour un événement si eux-mêmes ne croient pas que le roster va rester? Comme, what's the point? Je vois, pour moi, je vois le $2000 pour l'event pré-LAN avec la même pertinence que je vois l'org qui présente un roster pour un event. Comme c'est pas cool. On en a parlé un peu. Ils présentent un event pour gagner l'event, puis après ça, ils partent. On en a parlé un peu la semaine dernière, je pense. Puis, tu sais, je me souviens plus c'est qui avait apporté le point, mais le point était ben, t'amènes le roster, si tu gagnes, c'est comme ton org qui a gagné, fait que tu peux pour toujours dire que t'as gagné le quand tabarnak, je peux te le dire, moi je l'ai dit. Moi je suis d'accord avec Léo. Il y a beaucoup d'équipes qui nous ont contacté, Able Esports, pour le LAN ETS avec ce but-là, dont certains qui ont été annoncés aujourd'hui. Puis qui ont dit hey, pour le LAN ETS, voulez-vous commanditer notre équipe? Puis j'ai tout simplement dit comme non. Oui, si vous voulez rester. Mais non, si vous êtes un pug et que vous voulez que je vous paye votre LAN ETS. Non, mais moi, j'ai aucun bragging rights, j'ai aucune fierté de voir une équipe gagner sous le nom de Able si, comme Léo dit, le lendemain, c'est plus Able. Comme moi, je vois ça comme un échec pour mon organisation plutôt que d'un win. Je préfère mon équipe perdre ou venir en 3e, 4e, 5e, mais que nous, on reste derrière ces gars-là, on croit en ces gars-là, ils représentent réellement Able Esports, plutôt que de dire « Ah, les Able, on a gagné tous les tournois au LAN ETS, mais le lendemain, comme c'est même pas nos équipes. » Fait que prochain LAN, t'as l'air d'une joke ou t'as l'air d'une org qui s'en fout, parce que tu sais, veux pas, je pense que là, mais il y a du monde qui le voit pas. Fait que je pense que ça fait rayonner l'org. Parce que sur place, tu dis Oh my god, Mirage ont gagné 3 tournois, c'est la org québécoise. J'ai vraiment l'impression, puis là, je sors un peu du sujet, là, mais comme. Je suis un gars qui a fait des sports d'équipe toute ma vie. J'ai joué au foot, j'ai fait du cheer, volleyball. Puis je pense qu'un des plus gros points positifs par rapport à une équipe, je rentre les sports là-dedans, c'est le sentiment d'appartenance que tu développes pour l'équipe. Le sentiment d'appartenance qui est développé non seulement au sein de l'équipe, mais à l'extérieur de l'équipe. Si tu changes de roster ou d'équipe à chaque mois, puis que tu permets pas, tu laisses pas le temps, de développer ce sentiment d'appartenance-là, puis 2, je pense vraiment, en fait, c'est, tu sais, puis avec tout le respect que je dois à toutes les équipes qui ont fait ça, je pense que sur le long term, ça va juste nourrir le monde, parce que tant qu'à présenter une équipe bug, genre, qui fait juste se pointer au LAN ETS pour gagner un tournoi, genre, recrute du monde pas bon. Recrute du monde qui trippe sur l'organisation, qui adhère aux valeurs, qui sont prêts à travailler puis à s'améliorer. Puis au pire, envoie-les là-bas, fais briller ces personnes-là, puis s'ils perdent, tu les fais briller à travers leurs défaites, puis ça te fait briller comme organisation. Du genre, mettons, je prends Able. Able s'est malheureusement fait. Les boys d'Able se sont malheureusement fait éliminer au premier round. Par contre, ils ont démontré beaucoup de persévérance durant les pratiques. Le futur pour cette équipe-là est brillant. On a confiance en eux, on a confiance dans le travail qu'ils vont être capables de donner. Puis on sait que le futur pour l'équipe et l'organisation est infini. Comment tu brilles comme équipe? Plus que, on remercie les 5 personnes qui ont décidé de porter la bannière de Able pour le tournoi de LAN ETS. Puis le prochain tournoi sont plus là. Je suis pas d'accord avec ça, honnêtement. Je suis totalement à l'opposé de mon côté. C'est que j'aime ça le podcast de ce soir. J'étais à l'opposé, mais t'as des points qui sont tout à fait legit, puis que je suis d'accord, par contre. Je vais t'expliquer pourquoi je joue un peu l'avocat du diable là-dessus. Mais par expérience, t'as 2 genres
d'équipes e-sport. T'as les équipes e-sport compétitives, t'as les équipes e-sport récréatives. T'as la gang de chums qui veut jouer, s'amuser, puis avoir du fun et s'améliorer. Tenter de gagner, mais toujours s'améliorer ensemble et apprendre à jouer en équipe. Meilleur exemple, Sailor Scouts ou les Mirage Scouts maintenant à ce niveau-là. Une gang de filles qui veulent avoir un environnement super simple pour jouer, qui sont tout avec la même gang. Si tu veux jouer, t'as ta place à ce niveau-là. Ils sont ensemble, c'est la même gang depuis des années. Il y en a qui quittent, il y en a qui embarquent à ce niveau-là, mais ils mettent pas personne dehors à ce niveau-là. Puis ils s'améliorent, je le vois leur niveau de jeu, je les suis depuis des années. C'est un exemple concret d'équipe e-sport, à mon avis, qui est capable de compétitionner, mais qui fera pas des top 1 dans un LAN ETS à ce niveau-là. Mais ils jouent de un pour le plaisir, avant tout, d'avoir un environnement sain de e-sport aussi. Puis ça, c'est un exemple concret, à mon avis. C'est très personnel comme avis, mais j'adore cette équipe-là. Et tu as à l'inverse, après ça, les équipes compétitives qui, eux, c'est le branding, ils veulent faire connaître leur nom, il faut des résultats. Nomme-moi une équipe professionnelle de e-sport qui ont gardé un même roster plus que 2 ans de temps. Peu importe le jeu. Il n'y en a pas un. Ils ont changé au moins un joueur dans l'équipe pour faire des changements. Ou sinon, c'est un coach qui ont changé. Un joueur puis prendre une équipe publique qui fait juste jumper dans mais il y a aussi une différence. Mais le e-sport, ça coûte cher. Ça coûte de l'argent, l'e-sport. Si c'est pas rentable... Je vois aussi une différence majeure entre dropper un roster, même si tu le fais souvent, parce que ça marche pas, parce que tu veux être compétitif, et recruter un roster sachant que ça va être un roster de 48 heures. C'est ça la différence. C'est ça la différence que moi je vois. Parce qu'Able, on perd des joueurs, on a perdu des rosters plein de fois, on a pas tant mis du monde dehors, mais quand même, pour s'améliorer, parce qu'on veut être compétitif, mais on n'a jamais recruté un roster qui m'a dit, ou même un joueur qui m'a dit, je vais être là 24 heures. Je suis comme, ok, I guess. Puis je pense que je suis d'accord avec Firefox sur son point, dans l'optique, avec la nuance que tu apportes, Mil, qui est, il y a une différence entre recruter un roster pour gagner puis recruter un roster pour un tournoi. Faire des changements dans un roster parce que tu trouves que ça fonctionne pas puis tu veux gagner, c'est correct. Mais dire, hey, ce roster-là représente l'équipe en fin de semaine en ayant connaissance de cause que ce monde-là crisse leur camp le lendemain, après avoir bu de la bière au LAN ETS puis en disant, hey, c'était lit, on a gagné 1000$. Ça, c'est un on problème les voit très plus jamais. Puis que next thing you know, ils sont comme. Après ça, on connaît le réseau du e-sport, ça va. Mais ça me semble quand même comme. Ok, là, on parle du point de vue des orgs, mais du point de vue des joueurs, c'est quand même insane comme tu deal, non? Non, mais oui, ils sont winners en esti, puis ils vont continuer à le faire tant que les orgs les collent pas sur leur niaiserie. C'est le rôle des orgs aussi de dire, genre, dude, comme. Soit tu t'impliques à 100% ou tu t'impliques pas. Genre, au pire, vas-y, comme. Free money, c'est différentes mentalités. Moi, je suis d'accord avec Léo, peut-être pas de façon si forte comme à l'habitude, mais Able, on a cette mentalité-là. On veut du long terme, on veut bâtir des équipes compétitives, mais on veut qu'elles restent avec nous, puis on veut qu'elles soient fières, ces équipes-là, de porter le logo Able, puis la bannière Able. Mais je vois la pertinence, je la vois. C'est juste pas mon approche, mais je dis pas que c'est... Tu sais, je dis pas que je suis catégoriquement contre, mais je suis pas quelque chose que moi je ferais avec mon organisation personnellement. Mais je le vois. Après, ça dépend de l'entente que tu as avec les joueurs aussi. Ouais. Tu veux pas, il y en a qui rémunèrent les joueurs, qui disent, OK, mettons, LAN ETS, le prize pool, mettons l'équipe gagne le tournoi. C'est quoi le deal? Est-ce que c'est les joueurs qui gardent le prize pool? Le cash va-tu tout à l'organisation, mais l'organisation a payé le billet? Tu sais, c'est quoi le deal après ça? Il y a beaucoup de variantes que malheureusement on ne sait pas. Puis des fois, le problème vient autant de l'orgue que peut venir des joueurs aussi. Il y a plein d'infos qu'on ne sait pas. Puis par expérience aussi, il y a la maturité. Les joueurs, ils ont quoi? 17, 18, 20 ans maximum. Dans le fond, il y en a, c'est quoi? Il y en a qui sont encore aux études, il y en a qui vivent encore chez papa-maman, il y en a qui travaillent aussi à temps là, puis ils ont pris congé ce week-end-là, mais sont pas disponibles pour faire tous les scrims, tous les tournois aussi. Il y a plein de situations que malheureusement qui parfois justifient le fait de faire un roster pour un tournoi. Dans un monde idéal, on veut tout un roster stable qui va durer puis que tu peux faire évoluer. Mais la réalité est que malheureusement, c'est très rare que ça arrive. Je vais quand même montrer mon désaccord en disant que si l'org n'est pas capable de travailler pour un roster stable, elle devrait pas avoir de roster temporaire pour un tournoi dans un truc. Puis sur ça, je m'en vais aux toilettes. Vas-y, Léo. Hey, j'ai du temps d'antenne, let's go. Je vais passer au prochain sujet pendant que Léo va faire son bio break. Puis on passe d'annonce de roster vers une annonce de changement de roster. Donc, en l'occurrence, Nocturnes. Pour ceux qui ne connaissent pas Nocturnes, c'est une équipe de Rainbow Six en NACL, donc North American Challengers League, soit la Tier 2 de Rainbow Six. Si je ne me trompe pas, initialement, cette équipe-là était une équipe québécoise chez Windstorm.
Après, ce que je comprends, ayant été un peu de drama entre les joueurs et l'organisation, c'est Memories, ou dans le temps connu sous le nom de Ripsaw, qui avait racheté l'équipe, ou plutôt la licence d'Ubisoft, de la part de Windstorm, voulant, encore une fois, si j'ai bien compris, garder la possibilité pour ses amis de continuer de jouer dans la NACL. Bref, l'équipe s'est rebrand Nocturnes et on continue de jouer dans la NACL depuis maintenant 3 ou 4 stages, sinon même plus, avec quand même de bons résultats. Je pense qu'ils ont fini comme 2e ou 3e derrière Parabellum dans le 2e ou 3e stage la saison passée. Bref, avec le temps, ce qui avait commencé comme un roster québécois s'est petit à petit effrité pour ajouter des joueurs américains ou canadiens. Avec l'annonce que vous voyez à l'écran, soit le départ de Exod et Lucky, il reste malheureusement plus de joueurs québécois sur le roster et donc plus de joueurs qui étaient dans le roster initial. Pour l'instant, les rosters pour le Stage 2 de NACL, j'ai regardé sur le site web, je vois comme 2 Canadiens et peut-être dans ces 2-là, un Québécois, soit Quartz chez Gaming Gladiators, duquel roster on avait parlé dans le podcast précédemment. Par le passé, même s'il n'y avait pas beaucoup de rosters québécois en NACL, il y avait quand même beaucoup de joueurs québécois dans les équipes. On pense justement aux gars de Nocturnes, aux gars de chez Okami, WAV, Rafi, Quartz, Storms, Hypers et d'autres. Bref, on a parlé un peu de Rainbow Six justement avec les tournois virtuels du LAN ETS qui s'en vient ce week-end et de comment c'est une scène assez active au Québec. En plus, un jeu d'Ubisoft fait ici, si je ne me trompe pas. C'est vraiment dommage de mon point de vue de voir le trend de ce qui se passe avec le manque ou de moins en moins de joueurs québécois à des hauts niveaux de Rainbow Six. Puis, on pense même à Mirage qui ont une équipe en NAL avec aucun Canadien et encore moins Québécois. Donc, message pour les joueurs de Rainbow Six québécois. Créez-vous des équipes. Contactez-nous chez Evil. On cherche une équipe québécoise avec du potentiel de plus longtemps, Rainbow Six. Mais bon, c'était une annonce on est cool. C'était une annonce que je tenais à souligner. Je sais pas si vous avez des commentaires, pas nécessairement besoin non plus. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle de juste 3 sujets, mais je vous laisse quand même réagir si vous avez une couple de phrases à dire. Ou pas. Ça résume un peu le point aussi, je veux pas, tu parlais, je veux rebondir sur ton point d'équipe québécoise, je veux pas, puis avec le changement de roster, puis tout ça. Tu sais, tout le monde vit le rêve, en fait, tout le monde au Québec principalement, en fait, on vit beaucoup le rêve d'avoir une équipe québécoise de e-sport, peu importe le jeu à ce niveau-là. Puis il y a des ordres qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas du tout, il y en a qui apparaissent, disparaissent, ça c'est normal aussi. Mais c'est clairement le fait où à un moment donné, quand tu commences à monter les échelons et devenir dans des grosses ligues ou des ligues organisées, on parle pas juste de tournois, mais de ligues, là, tu n'as plus le choix de performer, puis là, ton rêve de dire, OK, on est une organisation québécoise, ben, elle s'en va, puis tu n'as pas le choix à un moment donné de dire, ben, gars, là, on est là pour gagner, fait qu'on prend les meilleurs éléments, tu sais. C'est un débat que j'avais un peu plus tôt aujourd'hui avec une autre personne qui me parlait qu'est-ce qui différencie les équipes académies, mettons, de League of Legends ou peu importe où, avec les équipes universitaires, mettons, à ce niveau-là. Pourquoi les équipes universitaires performent pas mieux? Ben, c'est très simple, c'est le bassin de joueurs. Ouais. Si tu es une équipe nord-américaine dans une ligue de tiers 2, ben, tu as toute l'Amérique du Nord pour recruter. Si tu veux juste une équipe québécoise, ben ton bassin est plus petit. Fait que forcément, c'est pas impossible que tu performes bien. Mais clairement, statistiquement, les chances sont clairement contre toi à ce niveau-là aussi. Fait que à un moment donné, t'as pas le choix d'élargir tes horizons et de regarder ailleurs quand tu veux devenir meilleur à ce niveau-là. Fait que oui, pour la scène locale, faire une équipe québécoise, ça peut être super cool, puis ça peut être une super bonne expérience pour commencer, puis surtout se faire un nom. Let's go. Vaut mieux commencer à jouer avec du monde que tu t'entends bien, avec des amis, que d'essayer de penser de trouver une équipe avec des personnes random que tu t'entendras pas. Fait que let's go, partez une organisation québécoise, commencez là-dessus, puis après ça, évoluer. Moi, je suis totalement pour ça. Mais c'est normal qu'à un moment donné, l'évolution se fasse, puis comme tu dis, des fois, bon, on s'entend pas bien avec l'orgue, ou il y a des atomes moins il y a des atomes crochus, des fois avec le staff, des fois c'est l'inverse, justement, ça s'effrite. Ben, les changements de roster, j'en parlais. Souvent, c'est une question de maturité aussi. On le voit dans les sports aussi, des joueurs qui changent d'équipe, il y en a à tous les ans aussi. Des fois, c'est parce que ça s'entend pas bien avec un coéquipier, ça s'entend pas bien avec un coach, ces choses-là. L'équipe change de roster puis décide d'essayer de s'améliorer ou de changer de cap. C'est pas nouveau. Je leur souhaite la meilleure des chances à ce niveau-là. Mais ce sera pas la première équipe à le faire, puis c'est pas la dernière, c'est sûr et certain. Moi, je pense, je vais faire ça très court, mais je pense que le monde au Québec, c'est parce que je connais juste le monde du Québec, là, ça se peut que ça soit aux States, mais ils se pensent vraiment meilleurs que ce qu'ils sont aux jeux vidéo.
Faut qu'ils débossent puis qu'ils comprennent que genre ils peuvent apprendre puis qu'ils sont pas les meilleurs joueurs du monde puis qu'ils savent pas ce qu'ils font. Puis je pense que ça part de là. Comme tu sais pas ce que tu fais, c'est correct. Puis à un moment donné, comme accepte que t'es pas le meilleur joueur de R6 qui existe ou de whatever the fucking game it is. Puis que peu importe l'organisation ou le monde que t'approches, t'es capable d'apprendre de eux. Puis que c'est pas en 3 mois que tu vas pop off. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Souvent, le monde a 16, 17, 18 ans, peut-être. Mais comme, ça se peut que tu pop off à 23, 24. C'est maintenant que ça commence. Fait que apprends. Accepte que t'es pas le meilleur. Accepte que tu peux t'améliorer. Accepte que l'organisation pour laquelle tu veux aller est capable de t'apporter quelque chose de plus. Sois humble. Puis comme, laisse-toi le temps de te développer. C'est ce que j'ai à dire ça par rapport à ça. Écoute, j'ai rien à rajouter à ça. Donc, de moins en moins d'équipes québécoises, mais comme Léo dit, peut-être on va avoir des jeunes qui vont pop-off bientôt. Yeah. On le souhaite. Ça passe par la ligue collégiale, je te sens de Let's go. Non, mais pour vrai, c'est vrai. Genre, tu sais, le monde, je pense que le collégial, c'est trop cool pour eux. Je vous garantis que ça ne l'est pas. Vous êtes pas cool, guys. Vous êtes fuck all, en fait. Là. Tous les sports, je parle de sport, mais le sport en général, au scolaire, c'est une super belle vitrine d'expérience. Straight up, genre, le monde qui pense qu'ils sont cool, vous l'êtes pas, là. Genre, arrêtez, là. Vous êtes pas trop cool pour whatever you think you are, là. Léo est sur un rant aujourd'hui du monde qui se passe trop cool. J'arrive dans le podcast, le monde qui se passe trop cool aujourd'hui. Là, il est arrivé avant le podcast, il dit « Je viens d'arriver d'un bar de Montréal, maudit que le monde de Montréal se passe trop cool. » Hey, chance t'étais pas à Québec, man. J'arrive à Québec en juillet puis je suis prêt à aller de Hammer, man, quand je vais être à Québec. On va aller sur l'autre sujet, on finira pas sinon. Je suis prêt, next. Que je blast BFO, BFO, W-Carry et Bray termine 5e au tournoi Fortnite de Twitch Rivals Zero Build. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les événements de Twitch Rivals, il s'agit d'événements qui mettent en... Quoi? Il est arrivé combien? Tu peux te répéter? 5e. Pour ceux qui ne connaissent pas Twitch Rivals, justement, comme je disais, il s'agit d'événements qui mettent en scène des streamers populaires dans des compétitions, en tête-à-tête d'habitude, dans certains des plus grands jeux sur Twitch, donc en l'occurrence Fortnite ici. Il y a eu plus de 100 événements de Twitch Rivals se déroulant sur plus de 200 jours en 2021, ce qui est quand même immense. Bref, ici, c'est un tournoi Fortnite Zero Build, donc le relativement nouveau mode de jeu sans build à Fortnite, avec plus de 450 000 $ en prix, dont 100 000 pour chaque région participante, incluant bien entendu l'Amérique du Nord. Donc, certains de nos amis québécois ont été invités à l'événement, soit l'équipe de BFO, Carry et Bray. Et comme vous voyez à l'écran, si vous le voyez, ils ont réussi de terminer 5e, remportant 8 250 $ ou 6 750 selon si on prend le tweet à Carry ou à BFO Bray. Là, ils ont des montants différents. On voit des gros noms dans la liste, donc super cool de voir le beau placement de nos joueurs locaux. Je sais pas si vous avez des réactions sur le placement de l'équipe ou bien plus généralement sur les événements Twitch Rivals, mais je tenais à souligner quand même un bel exploit. Là. Est-ce quelque chose à dire Firefox? Ben, je suis pas honnêtement, je les connaissais pas du tout avant que tu m'envoies les sujets à ce niveau-là. Fait que je suis allé voir rapidement. Et c'est le fun de voir que veut pas dans ce genre d'événement-là, ben à un moment donné, moi je suis pas un joueur de Fortnite, j'ai une game à vie. Je l'ai essayé juste pour dire que je l'ai roulé puis ça suffit. Là. Les bâtiments partout, moi ça me donne. Je te comprends tout à fait. Moi écoute, j'ai assez à gérer, savoir mon secondary et ma grenade. Là. Écoute, à un moment donné, quand je fais des FPS, demande-moi pas de faire des bâtiments en plus à ce niveau-là. Mais c'est le fun de voir que justement ça permet justement de voir que les joueurs d'ici, les streamers, nos streamers sont capables, ou nos bons joueurs sont capables de rayonner. Ça montre qu'il n'y a pas juste XQC genre, qui a réussi sur Twitch, mettons, là, comme Québécois. J'exagère à ce niveau-là, mais... Je vois où tu t'en vas. Je veux dire, c'est le fun de voir que, en parlant de cette annonce-là, ils sont capables d'être bons joueurs, mais ils sont capables de bien performer, de rayonner à ce niveau-là. Fait que chapeau à eux, c'est ma petite parenthèse parce que je les connaissais pas du tout. Fait que je l'ai appris à ce niveau-là quand tu as parlé des sujets. Mais oui, Twitch Rivals, c'est une initiative qui est géniale au niveau du spectateur parce que c'est comme. C'est le match des étoiles de Twitch. Quand tu y penses, je veux pas, si tu compares au niveau du sport, c'est tous nos streamers préférés selon les jeux qui viennent s'affronter dans différentes compétitions à ce niveau-là.
Puis moi, je raffole à ce niveau-là parce que c'est tout le temps c'est un peu c'est pas un shit show dans le sens, mais dans le bon sens, là, dans le sens que souvent c'est là que tu vas avoir des streamers un peu plus colorés, tout ça, qui vont faire un peu de banter, de vantardise. Je me rappelle, il avait fait un tournoi de League of Legends avec le Twitch Rival, puis tu draftais tes streamers en fait pour monter ton équipe. Puis là, il y avait un système de pool, puis telle équipe, premier choix, première ronde, recrute tel streamer, puis ça faisait du trash talk. Ça faisait un show, veux pas. Fait que c'est comme je dis, c'est un match des étoiles de Twitch, de nos streamers préférés à ce niveau-là. Fait que c'est toujours un beau spectacle, puis ça permet de voir justement que c'est pas juste les pro players en tant que tels qui sont capables de bien jouer au jeu. À ce niveau-là, c'est capable de voir les streamers entre eux. Ils sont capables de compétitionner puis de faire des belles choses aussi. Là. Ouais. Je suis d'accord. Ça termine mon point, Léo. Non, mais très d'accord. Overall, moi, je le dis très souvent, je pense que le futur du e-sport au Québec passe par la création de contenu de monde intelligent et mature. Puis BFO, il est très intelligent dans sa manière de créer du contenu. Il est très talentueux dans Fortnite. Puis je pense que voir ça, c'est juste une preuve de ce qu'il est capable d'accomplir. Après ça, le futur lui appartient. C'est un gars très jeune encore. Puis je pense qu'il est capable de paver le chemin pour beaucoup de jeunes joueurs Fortnite. Et j'arrête pas de le dire. Vous voulez percer au Québec, vous avez besoin d'une personnalité. Le talent, c'est plus suffisant à mes yeux. Créez du contenu, pratiquez-vous. Vous avez 14 ans, faites des fucking vidéos YouTube, faites des TikTok. Pratiquez-vous, avoir une personnalité nice. Puis après ça, faites briller votre talent parce qu'une organisation va préférer une personnalité cool, le fun, sympathique, charismatique, avec un peu de talent que l'inverse. Donc, vraiment pas Léo Vinci. Non, mais genre, moi, je suis fucking désagréable. Right? Genre, pour vrai, je suis genre trop fort au jeu, en fait, c'est pour ça que je suis. Je pense que ça fait une belle transition, justement, en parlant de jeunes créateurs de contenu québécois sympathiques. Léo, c'est comme si on joue au basket, fait un petit lay-up, puis moi, let's go. Donc, à l'écran, vous voyez Claze, qui est, bien entendu, créateur de contenu québécois, se chercherait une nouvelle organisation. Donc, on a parlé de Claze à quelques reprises lors de ce podcast-là. C'est un jeune streamer québécois avec pas mal de succès, selon moi. On avait d'ailleurs parlé de certains tournois qu'il avait organisés, un partenaire qui avait annoncé. Vous vous souviendrez peut-être qu'il avait rejoint les rangs de Mirage, qu'on a mentionné plus tôt, vers la fin de l'année passée comme streamer. Même s'il apparaît toujours sur le site web de Mirage comme créateur de contenu, selon le tweet que vous voyez à l'écran, Clay se chercherait une nouvelle organisation. Donc, selon moi, c'est vraiment un créateur avec du beau contenu, une belle énergie, une belle communauté. Bref, pas vraiment plus que ça à dire sur Clay sans me répéter, mais je tenais de souligner le fait qu'il se cherche de quoi et j'imagine en même temps l'annonce indirecte qu'il a quitté Mirage. Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus ou peut-être des spéculations de pourquoi ça n'aurait pas duré avec Mirage ou même avoir comme une discussion plus large de comment c'est souvent difficile de trouver des synergies entre les organisations et les créateurs de contenu qui est souvent beaucoup moins évidente qu'avec les équipes compétitives, mais on n'a pas nécessairement besoin de rentrer là-dedans non plus. Vas-y, allez-y, messieurs. Moi, j'ai de quoi de très rapide, là, je pense. Là, je vais résumer ma pensée le plus rapidement possible. First, la spéculation. Pourquoi est-ce que Clay se passe? Parce qu'il a réalisé que Mirage ne calissait rien pour lui. Et je vais dire de même. Là, genre, il faisait absolument rien pour lui. Il promouvait pas. Il publicisait pas. Je pense que c'est même que Clay de son propre monteur vidéo. S'il y a de quoi, là. Comme, peut-être que je m'avancerai pas là-dessus parce que je suis pas sûr à 100%. En effet, je voyais pas beaucoup de crossover entre Claze et Mirage. Mais... Si tu sais pas que Claze est dans Mirage, tu peux pas... Genre, si tu sais pas de Claze qu'il est dans Mirage... Si tu le savais pas déjà, ouais, tu le savais pas déjà aussi, genre, Claze, si t'étais pas proche de Claze, tu peux pas savoir qu'il est dans Mirage. Parce que Mirage le faisait pas briller. Puis je pense qu'il s'en est rendu compte puis qu'il est parti parce que ce gars-là mérite une organisation qui va le faire briller, peu importe c'est laquelle. Il a genre 17 ans. Il est très jeune, 16 ou 17. Il vient de finir ses fucking examens de ministère, là. Genre, il a genre 17 ans. Le gars, il a 17 ans, il est partner Twitch, il est genre, comme on voit ses stats, là, on peut les revoir. 2500 abonnés Twitter, 15 000 abonnés Twitch, c'est presque 5 000 sur fucking YouTube, 2000 average viewers, 11 500 quasiment sur TikTok. Le plus jeune French Canadian partner qui est... Ce gars-là mérite une organisation qui va être capable de l'aider à se développer, qui va être capable de le faire briller, puis qui va être capable de le pousser plus loin, puis de devenir international. Puis Mirage, autant que c'est une organisation que je respecte dans ce qu'ils accomplissent,
c'est pas une organisation qui est capable de le rendre international. Je pense que c'est pour la raison pour laquelle. Puis mon point pour Clay serait clairement d'apprendre de son expérience avec Mirage, de ne pas se laisser faire avoir par une organisation qui est nice, entre guillemets, genre avec un following puis tout, puis de prendre son temps pour trouver l'organisation qui va lui permettre de passer au prochain step, parce qu'il a réussi à se rendre là, à mes yeux, presque sans l'organisation pour laquelle il faisait partie. Je pense qu'il n'y a rien, il n'a pas reçu de boost en joignant Mirage, en effet. Là. Moi, je lui dis, Blaze, si tu écoutes ça, un jour, je vais le faire un TikTok. C'est que si t'es rendu où t'es, c'est pas grâce à Mirage à mes yeux. Puis que avant de rejoindre une organisation, assure-toi qu'elle va t'apporter de quoi de plus. Parce que il est capable de faire tout ce qu'il veut faire. Puis que la prochaine fois qu'il prend un step de plus, il faut que ça l'amène à quelque part. Ça, c'est mon seul point. OK. Yeah, man, un jeune de 17 ans québécois qui brille de même, let's go. Je suis down. OK. J'étais pas d'accord avec toi, sauf quand tu as sorti tes 2 dernières phrases, là, je tombais d'accord avec toi. Dans le sens où 75% de ton débat, c'était genre Clay a besoin d'une organisation, mais je suis comme, s'il a déjà réussi tous ces achievements-là, pourquoi il a besoin d'une organisation? Une organisation te rend pas populaire, c'est donnant-donnant, elle t'apporte de quoi, mais une organisation te rend pas plus populaire, peut t'aider un peu à grossir, mais en tant que tel, souvent, moi, j'ai jamais commencé à suivre, c'est personnel, j'ai jamais commencé à suivre un streamer parce que, mettons, c'est un streamer pour telle organisation à ce niveau-là. Souvent, je suis la personne parce que son contenu m'intéresse à ce niveau-là, où je la connaissais déjà par d'autres événements à ce niveau-là. À mon avis, à moins que tu sois un joueur d'une équipe, puis là, l'équipe peut te permettre de te faire un nom parce qu'il t'offre, mettons, ta première chance dans une ligue ou quoi que ce soit, te faire connaître vers d'autres équipes, pour les recruteurs, whatever. Mais en tant que diffuseur, moi, à mon humble avis, si tu cherches une organisation comme partenaire / commanditaire, à mon avis, il faut que ce soit donnant-donnant pour les deux. C'est pas juste 100%. Nous, on va t'engager, puis tu mets ton nom, puis tout ça à ce niveau-là. Est-ce que Mirage n'a pas donné sa chance ou l'a pas aidé à faire de la visibilité? Peut-être. Mais à mon avis, avec toute sa liste d'achievements, puis aussi qu'il y en ait, je pense pas que. Je connais pas Clay après ça. Je dis ça des infos qu'on donne en ce moment sur le podcast. Mais je pense pas qu'il a besoin d'une organisation. Il aimerait en avoir une. Mais je pense qu'il est très bien capable de continuer à pousser son branding, sa marque, sa propre marque. Comme t'as pas besoin d'une blonde, d'un chum, si, genre, je veux dire, t'as jamais besoin de ça, puis c'est ça que je dis, c'est que, genre, je lui souhaite de rejoindre une organisation qui va être un peu plus aussi. C'est tout. Oui, je pense que le rôle d'une organisation, quand t'es un créateur de contenu, faut que ça soit un échange égal. Tu peux pas être dans une organisation parce que l'organisation va t'apporter 100% de ce que tu peux amener. Mais en ce moment, moi, j'ai l'impression, mon point, je pense que c'est Mirage de profiter de ce que Clay était capable d'apporter, puis absolument rien en retour. Oui, puis non. Je pense que moi, j'ai pas l'impression que Mirage a profité, puis je pense que c'est là qu'ils en ont perdu, justement. Là. Je comprends pas pourquoi ils en ont pas fait plus. Puis je regarde Mirage, puis si ça vous tente, allez donc sur le site web de Mirage, puis allez sur Créateur. OK? Vous avez Clay, qui est plus là, en théorie, Achille, Madame Zoom, Autumn May, Matt Pellerin. Genre, c'est des gros streamers québécois, ça. Puis on voit aucun crossover, selon moi. Non, mais il faut juste prendre le cloud. Mais ils ne prennent même pas, c'est ça ce que je dis. C'est que je vois pas Mirage profiter de ces gens-là. Ce qu'ils font, là, c'est qu'ils vont voir des partners ou des trucs. Ouais, c'est ça. Puis ils disent qu'on a. Ouais, ben après, on peut parler longuement de Mirage, puis les partners qui sont supposément capables d'aller chercher, puis je vais vous le dire que c'est limité, mais. C'est des flèches à leur arc. Ouais. Mais je trouve, fait que ça, je suis 100% d'accord. Je trouve décevant, même si, comme je l'ai mentionné, je pense que c'est. Puis, moi, je suis du côté de l'organisation, puis Léo, tu es du côté de créateur de contenu. Mais c'est difficile cette synergie-là n'est pas naturelle entre une organisation et un créateur de contenu. Puis je pense que ça rejoint un peu ce que Firefox vient de dire, comme les créateurs de contenu qui ont du succès, avez-vous vraiment besoin d'une org? Après, ce que tu dis, Léo, c'est 100%, il faut que ça soit donnant-donnant. Je suis pas certain que ça va jamais être 50-50, mais au moins c'est du give and take. Mais les organisations doivent faire des efforts de créer du contenu avec ce monde-là, de donner des ressources. On parlait du sentiment d'appartenance, puis c'est là que ça part, c'est que
mettons, là, moi, je suis rentré dans Able, puis c'est jamais comme « Ah, Able va faire ça pour moi, puis moi, je vais faire ça pour eux », mais c'est comme de sentir que je suis capable d'aller les voir, puis ça va m'apporter quelque chose dans mes projets. Genre, j'organise un tournoi Valorant. J'ai été 100% content d'avoir Able, puis de dire « Yo, Able, genre, je veux faire un tournoi Valorant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que vous m'aidiez à le faire, à le rendre possible? » On a eu un talk, puis tout. Mais en ce moment, tout ce que je vois, c'est l'organisation qui profite de comme du viewership, puis qui encourage pas les streamers ou les créateurs de contenu à profiter de leur reach aussi. C'est qu'il y a un gros manque de synergie. Puis je pense que la synergie, je le mets beaucoup sur les épaules de la org, mais si tu recrutes un créateur en tant qu'org, c'est ta responsabilité de créer une synergie, de créer un environnement dans lequel le créateur va vouloir se développer. Parce que si tu fais juste appeler en disant j'ai 250 000 abonnés de TikTok, puis on l'a vu dans. Puis là, je sors de Mirage, parce que, encore une fois, je respecte énormément ce qu'ils réussissent à accomplir pour la scène du e-sport. Il y a d'autres organisations qui ont juste dit ben nous, on a du reach, viens-t'en, on va t'en donner. Ouais, écoute, FaZe avec Pros, c'est un bon exemple, mais je pense que ça va des deux bords. Je suis d'accord avec toi, Léo, que l'org doit faire l'effort, puis mais nous, sans le cacher, on a quand même eu des créateurs de contenu que on leur dit, écoutez, venez avec vos idées, venez avec ci, venez avec ça, puis ils viennent avec rien. T'sais. Fait que c'est un peu difficile aussi. On a lancé des idées, on a dit, voici les ressources qu'on a, on est prêt à vous donner des caisses, des trucs de nos partenaires, des budgets pour vos événements, mais il n'y a juste rien qui vient. Fait qu'il faut, quand tu te joins à une organisation en tant que créateur de contenu, aie des attentes, puis demande-toi pourquoi est-ce que je veux rejoindre cette organisation-là, qu'est-ce qu'ils peuvent m'aider à faire, puis même chose pour l'organisation. Puis je pense que quand les deux parties font ça, ben, ça va être clair. OK, t'sais, toi, Léo, quand tu es rentré, ben, on s'est dit, ben, on peut faire des événements ensemble, des tournois, des streams caritatifs, tu peux faire du casting, etc., des podcasts, tout ça. Fait que ça aide. C'est sûr que retweet un going live sur Twitter, mais comme on s'entend que ça sert à rien. Je pense qu'il faut que quand un créateur rejoint une organisation, il sente qu'il y a un plus-value. Ouais. Il peut être soit, ça va être un propulseur d'idées, un générateur d'idées, ou simplement même un financeur d'idées. Ouais. Si c'est pas un de ces trois-là, why the fuck do you go there? Parce qu'au bout du compte, t'es plus perdant si c'est pas un de ces trois-là. En mieux, c'est plus qu'un, mais comme si ça te donne pas de cash pour tes idées, pourquoi tu le ferais? Si ça t'aide pas à trouver des idées, pourquoi tu le fais? Si ça t'aide pas à trouver des idées, pourquoi tu le fais? Je pense pas que t'es perdant si tu rejoins un org, même si elle t'apporte rien. C'est parce qu'au début, souvent, les gens pensent que pour gagner la visibilité puis être big, c'est de t'associer à un groupe, c'est de t'associer à un nom. Alors que regarde les plus gros streamers en ce moment sur Twitch ou sur YouTube ou whatever, les plus grands influenceurs sont indépendants, c'est leur propre branding, que tu regardes XQC, que tu regardes Ninja, que tu regardes Dr. Disrespect, peu importe les utilisateurs. Pas partie d'org, mais si tu check des Kaide, des Tens, des Fosli, des Valkyrie, des Nate Shot, des Courage, leur organisation propulse leur contenu à 100% puis crée des idées puis les aide à travers. Oui, l'organisation les back, mais c'est quand même des personnes qui ne sont pas rien sans l'organisation aussi à ce niveau-là. Oui, exact. Mais comme j'ai dit, ils propulsent ses idées, ils financent ses idées. Ben, je pense que c'est ça l'idéal, right? L'organisation n'est pas rien sans. Mirage n'est pas rien sans Claze n'est pas rien sans Mirage, mais ensemble, les deux sont élevés, right? Devraient se pousser, devraient normalement se pousser, par exemple. Dans l'idéal des choses. Puis, tu sais, tous les exemples que Léo donnait, je pense que c'est le cas. Puis, je suis d'accord avec toi, Firefox. Moi, j'ai longtemps, même moi, demandé comme est-ce que on veut rentrer dans les créateurs de contenu. Pourquoi des créateurs voudraient joindre un org? C'est pas des questions qui sont si évidentes à répondre que ça. En théorie, oui, mais en pratique, c'est quand même... Puis on en apprend, tout le monde en apprend sur ce volet-là encore, mais bref. Des belles discussions ce soir. On rentre dans une autre. Les Little Bucks atteignent presque les finales de la ESL Impact League à Dallas. Donc, on a parlé brièvement de la Impact League dans un de nos podcasts précédents, mais pour ceux qui se demandent peut-être encore de quoi il s'agit, c'est une ligue féminine, ou plutôt comme non masculine, de CSGO que la ESL a mis sur place cette année avec plus de 5000
500 000 $ de prix à gagner mondialement. On avait aussi parlé de la nouvelle que ESL et Faceit, deux des organisateurs de tournois et ligues majeures à CSGO, se sont fait acquérir et fusionner avec DreamHack par Savvy Gaming pour 1,5 milliard de dollars, une entité qui était backée par le Fonds public d'investissement du gouvernement de l'Arabie Saoudite. Il y avait des questionnements justement à ce moment-là. Pardon? Il dit ça part. Ouais, c'est ça. Il y avait des questionnements justement à ce moment-là si la Impact League allait continuer vu la zone, comment dire, grise des droits des femmes et LGBTQ se rattachant à l'Arabie Saoudite. Mais les choses semblent progresser bon train. Justement, les Little Bucks sont une équipe qui participe dans la division nord-américaine, la première saison de la ESL Impact League. On parle des Little Bucks parce que c'est une équipe majoritairement québécoise. Il y a Bouchard, Smiley, Kémy qui sont ici. Sapphire qui est à Toronto, Cyrus aussi qui est canadienne, qui joue comme sub, puis il y a Kionetta qui est la 5e starter. La majorité de ces filles-là, d'ailleurs, ils ont fait partie de la toute première équipe chez Able Esports il y a presque 2 ans. Donc, nous sommes donc toujours super contents quand elles ont du succès. Bref, il y avait 8 équipes dans la division nord-américaine de la Ligue. Les Little Bucks ont terminé 3e lors de la saison régulière en égalité avec la 2e équipe, Slay, en termes de points. C'est CLG Red, bien entendu, qui sont une équipe professionnelle qui joue à temps plein rémunérée, qui ont fini en première place, gagnant leurs 6 affrontements durant la saison. Bref, dans les séries éliminatoires, les Little Bucks se sont affrontés contre la 4e équipe, Please Send Help. L'équipe gagnante se méritait une place aux côtés de CLG Red au final à Dallas, où les meilleures équipes de chaque région s'affronteront en personne, donc Europe, etc. Malheureusement, les Little Bucks ont perdu 2-1 dans l'affrontement et devront attendre la 2e saison de la ESL Impact League pour une autre chance de faire les finales. Mais je tenais à souligner cette nouvelle parce que je pense que, de un, la scène compétitive féminine ou non masculine, si on veut, de sport électronique mérite d'avoir plus de rayonnement. Puis je sais pas justement si vous avez des réactions sur la nouvelle en question, même si vous aimeriez donner votre point de vue relativement rapide sur la pertinence ou même peut-être les améliorations potentielles des ligues féminines en sport électronique. Mais je vous laisse réagir. Moi, je suis totalement pour le fait qu'on ait une ligue féminine ou non masculine, peu importe comment on l'appelle, mais vraiment une ligue pour les... Je veux dire, en général, là, aussi à ce niveau-là, pour les filles à ce niveau-là. Parce que même si le premier argument qu'on me sort souvent, c'est que contrairement au sport traditionnel, si on prend le football, le hockey, le basketball, ces choses-là, où est-ce que la différence physique importe, il y a quand même une différence physique entre les hommes et les femmes généralement, puis que ça paraît au niveau des athlètes professionnels. Dans les jeux vidéo, la différence au niveau de la compétence, la concentration, ces choses-là, n'est pas si grande que ça. C'est un point qu'on m'apporte généralement et dans l'ensemble, de règle générale, j'aurais tendance à être d'accord avec ça. Mais il y a tellement, c'est tellement malheureusement le e-sport principalement, c'est tellement un environnement malheureusement toxique en général, et c'est encore pire pour les femmes à ce niveau-là. Et malheureusement, même au niveau collégial, je le vois à ce niveau-là. T'sais, même dans dans la LCSE, c'est pas de quoi qui est commun. Mais dans les niveaux scolaires, je vois des gars qui parlent pas à des filles parce que c'est des filles, mais ils parlent à un gars qui est moins bon dans le jeu parce que c'est un gars. J'en ai vu à ce niveau-là. C'est tellement rough pour les filles de se faire une place au niveau professionnel à ce niveau-là, à l'autre commentaire. On le voit juste avec les messages, les streamers qui font des messages, justement, des fois des témoignages à ce niveau-là, de l'intimidation parce que t'es une fille, comment ils se font insulter quand ils game. Stéphanie Harvey, combien de fois on en a parlé aussi, que c'est arrivé qu'elle se faisait engueuler, retourne dans la cuisine, se faire traiter de nom juste parce que c'est une fille qui parle en vocal à ce niveau-là dans un jeu. Fait que le fait qu'elles ont un endroit safe. J'ai juste le terme sécuritaire en tête, mais c'est pas tout à fait ça, mais un endroit justement à eux où ils peuvent compétitionner puis qu'on leur donne un rayonnement. Go for it, let's go, je suis 100% pour ça, let's go. Et puis, après ça, peut-être que ça va justement commencer à briser des barrières au niveau professionnel pour justement essayer de mélanger ça. Mais pour l'instant, ça leur donne un endroit où ils peuvent performer, ils peuvent jouer entre elles aussi à ce niveau-là, se développer. Donc, moi, 100% derrière l'idée à ce niveau-là, je pense que c'est parfait comme environnement, c'est une bonne initiative. Je suis 100% d'accord, puis je vais faire du pouce là-dessus. Puis je veux dire que le plafond de verre qui est créé au-dessus des femmes dans le monde du e-sport est créé par la toxicité masculine.
La journée où on va arrêter d'être toxiques envers les femmes, ils vont ils vont devenir aussi bonnes. On va pas, en fait, non. Ils vont nous torcher, là. C'est plus genre, C'est la sûr. journée où on va arrêter d'être toxiques avec J'ai les hâte. femmes dans le monde du e-sport, et la journée où on va pouvoir être capable de voir leur plein potentiel, parce qu'il y a tellement de moments où on voit des filles se limiter, ou leur... Comment je peux dire ça? J'ai trouvé les bons mots. La toxicité masculine dans le monde du e-sport est un énorme limitateur sur le skill des filles dans le monde du e-sport parce qu'ils ont d'autres choses à se concentrer autre que leurs skills, c'est tout. La journée, on va éliminer ça, puis le plafond de verre est créé par ça. C'est juste pas le puis- fun. Hein. C'est comme si c'est Ouais. pas le fun, Ouais. tu vas Le nombre de jamais fois, on n'est continuer pas à jouer. Là. Le nombre de fois, on n'est pas capable de jouer ou que notre mental est affecté parce que nos teammates sont toxiques de manière générale. Imagine si c'était constamment toxique envers des choses qu'on peut pas contrôler, qui sont genre notre genre. Je connais beaucoup de femmes, dont les filles qu'on vient de parler, que quand ils étaient chez Bull, ils me le disaient. Ils jouent, ils font du rank, mais ils n'utilisent pas leur microphone. Non, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est comme ça part de notre responsabilité, puis je le dis sans arrêt. Les gars, faut step up. Ouais. C'est notre responsabilité de briser le plafond de verre qui a été créé en grande partie à cause de nous. C'est de 100%. dire, genre, quand un boy dans les rank games dit, genre, non, il commence à être misogyne, tu lui dis c'est un Christ de cave. Tu lui dis qu'il est pas cool. Ça part de là. Ouais. Il est jeune. Fait que chapeau aux filles de Little Box pour leur performance quand même. Man, Puis, c'est BG. un autre groupe que je connaissais pas après ça avant le podcast, comme je t'ai dit. Fait que c'est dans ma liste de. C'est pas des filles qui s'affichent assez. Puis moi, je leur ai dit encore une fois récemment de le faire de plus en plus parce que justement, puis je vais en parler maintenant, mais il y a du potentiel pour ces. Tu sais, c'est beaucoup plus difficile pour les filles de percer dans l'e-sport parce que à cause de cette toxicité-là. Mais une fois que tu le fais, il y a des belles opportunités en ce moment pour des filles qui ont pu justement vivre avec tout ça puis tout de même percer. Fait que, tu sais, la ESL Impact League, selon moi, c'est une réponse claire de CSGO à Valorant, qui sont sortis avec Valorant Game Changers, je pense l'année dernière, ou très, très peu après que le jeu est sorti. C'est une ligue féminine ou non masculine, encore une fois. Puis c'est Cloud9 White qui domine la scène. Là. Il y a une couple de Canadiennes. Puis même chez Able Esports, on avait parlé à ces filles-là, à cette équipe-là, après qu'ils avaient battu notre équipe l'année dernière dans le LAN ETS chez soi, pour voir s'ils voulaient rentrer chez nous. Mais bon, il y avait des belles offres, comme on le voit chez Cloud9. Puis c'est Mel, un peu la leader de cette équipe-là. Puis elle disait récemment sur Twitter que justement, son but n'était pas d'être la meilleure joueur ou équipe féminine, mais plutôt la meilleure joueur qu'elle peut être ou la meilleure joueur point. Fait que déjà, des commentaires qui ne sont pas à la base souvent qu'on ne veut pas être toxique le sont quand même. Par exemple, t'es super bonne pour une fille. Pour une fille. T'aurais pu arrêter, t'es super bonne, right? Puis c'est la même chose que Mel elle voit sur Twitter, le monde sont comme, tu veux être la meilleure joueuse féminine de Valorant, t'es comme, non, je veux être le meilleur joueur, tu sais. Mais, fait que Cloud9 White, puis le commentaire a été posté parce que Cloud9 White, comme je viens de mentionner, sont comme un peu en mode farm des VCT Game Changers qui leur apportent quand même des sommes non négligeables en winning, genre 60 000 juste dans le Game Changers. Ils ont gagné les 3 séries l'année dernière, en 2021. Puis après, il y a eu des questionnements de la réponse à Mel. Certains ont dit, si tu veux être le meilleur joueur, pourquoi tu restes dans une équipe qui gagne pas? Pourquoi tu n'es pas dans une équipe mixte? Pourquoi tu joues pas avec des gars? C'est juste pour farmer les prize pools? Fait qu'il y a quand même un débat là-dedans que je trouve intéressant, même si à la base, il y a quand même de la toxicité même dans ces questions-là, malheureusement. Mais je pense qu'avec le temps, justement, si on fait rayonner ces équipes-là féminines, il y aura de plus en plus de role models que les joueuses aspirantes pourront s'identifier avec ça. Parce que veux pas, tu t'identifies avec du monde avec qui tu as des trucs en commun, puis le genre, c'est heureusement ou malheureusement une de ces choses-là. Fait que j'espère qu'ils vont continuer à ce chemin-là. Il y a ça, Impact League, je trouve un super belle initiative, Game Changers aussi. Puis avec le temps, c'est ironique, mais le plus que ces tournois-là et les ligues-là ont du succès, le moins qu'elles vont exister, right? Parce qu'on n'aura plus justement le but ultime de ces ligues-là, mais écoute, c'est cool de voir aller dans la bonne direction, selon 100%. moi. Là. 100%. Je veux faire une petite parenthèse juste pour conclure le sujet, mais tu parlais justement de
la présence des filles à ce niveau-là. Tu sais, je fais une petite parenthèse. Moi, depuis quand la LCSA est apparue, je fais un petit rebond avec mon cégep, justement, à ce niveau-là. Tu sais, on a monté des équipes de League of Legends compétitives. C'est le jeu qui prend à mon cégep. Et puis, l'an dernier, on a gagné un championnat. J'ai la bannière qui apparaît juste derrière là. Et les 5 gars avec qui je joue, je tiens à dire que notre entraîneur-chef est une entraîneuse-chef. C'est une fille qui gère notre meilleur team de League of Legends. Et elle a poussé les gars à un point où ils avaient de la misère, où c'était différent pour eux de se faire coacher par une fille qui était clairement meilleure qu'eux, quand même, au jeu à ce niveau-là. Mais il y en a qui ont pilé sur leur ego, sur leur orgueil, puis qui ont décidé, OK, c'est pas parce que c'est une fille que tu devrais pas l'écouter à ce niveau-là. Puis elle a ramené une bannière aussi, puis elle a montré qu'en tant que fille, ben, elle est capable de, en tant que joueuse, d'être bonne, mais elle est capable de coacher, puis de prendre place d'autorité, puis de se faire respecter à ce niveau-là. Mais c'est un défi énorme pour beaucoup de filles. Puis 100%. Ils ont autant leur place en tant que joueuses, mais coaching staff aussi, là, honnêtement, au niveau filles, à ce niveau-là. Je serais curieux un jour d'avoir une fille au podcast qui justement parle de ça. Parce on a eu Nova qui était venue, mais on pourrait la réinviter. Ouais, je pense que ça pourrait être cool. On a parlé de Mirage, puis tu sais, on essaie d'en inviter, mais encore une fois, malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Mais on a parlé de Mirage, puis justement, Mirage, dans leur équipe Tier 1 Rainbow Six dans la NAL, ont une fille dans l'équipe cette saison. C'est très, très cool comme move. Puis c'était aucunement un move, puis ils l'ont dit, on fait pas ça parce que c'est une fille, on fait ça parce que c'est une des meilleures joueurs. Elle a mérité sa place. Hein. Mais bon. Écoutez, on va passer au prochain sujet, parce que le temps plus que file. Square Enix a l'intention de rejoindre la famille Embracer Group. Donc, Square Enix Montréal est un développeur de jeux à Montréal qui a vu le jour en 2011 au sein du groupe Square Enix International. Ils sont focusés sur les jeux mobiles et ont développé des jeux tels que Space Invaders, Hitman, Sniper. Ils ont fait Phoenix Rise aussi, je pense. Peut-être. Hein. Deus Ex, je sais qu'ils ont fait Hitman Go, Lara Croft Go et autres. Donc, selon le communiqué de presse, Embracer Group a conclu un accord pour acquérir les studios de développement Crystal Dynamics, Eidos Montréal, donc un autre développeur montréalais, Square Enix Montréal, ainsi qu'un catalogue de propriété intellectuelle comprenant plus de 50 jeux du back catalogue de Square Enix. Donc, selon le Twitter de Square Enix Montréal que vous voyez à l'écran, la transaction les aidera à atteindre de nouveaux sommets alors qu'ils continueront de proposer des expériences incroyables à partir de leur portefeuille de franchises ainsi que des propriétés intellectuelles et des concepts originaux développés avec des partenaires. Au total, l'acquisition comprend plus de 1000 employés répartis dans 3 studios et 8 sites internationaux. Le prix d'achat total s'élève à 300 millions de dollars US. Le portefeuille de propriétés intellectuelles se compose de franchises emblémiques appréciées par les critiques et les joueurs. Par exemple, 2 de ces propriétés intellectuelles-là originales sont Tomb Raider et Deus Ex, qui ont vendu des unités AAA de 88 millions et 12 millions respectivement. Eidos Montréal s'est fondé en 2007, compte près de 500 employés répartis entre Montréal, Sherbrooke et Shanghai. Puis Square Enix en 2011, près de 150 employés répartis entre Montréal et Londres. Après de la clôture de la transaction, les États-Unis seront le premier pays pour Embracer Group par le nombre de développeurs de jeux et le Canada sera le deuxième. Total, après la clôture en cours, Embracer comptera plus de 14 000 employés, 10 000 développeurs de jeux engagés et 124 studios internes à travers plus de 40 pays. C'est quand même immense. Embracer Group a un siège social en Suède. Et c'est une société mère d'entreprise dirigée par des entrepreneurs dans le domaine des jeux pour PC, consoles, mobiles, jeux de société, autres médias connexes. Bref, pas vraiment une nouvelle strictement sportive, mais quand même une transaction qui englobe au moins 2 studios montréalais, donc je tenais à la souligner. Je ne m'attends pas à grands commentaires nécessairement, là, à moins que vous en avez, mais peut-être vous connaissez un de ces studios-là ou un des jeux en particulier, ou si jamais vous voulez même partager votre point de vue rapide sur les acquisitions ou consolidations internationales de ce type. Mais bon, une nouvelle, je la soulignais, je vous laisse réagir si vous avez des réactions. Moi, j'ai pas vraiment de réaction personnellement, je trouve ça cool. C'est bon. J'ai entendu que des bons commentaires. Honnêtement, quand j'ai vu l'annonce tomber sur les médias sociaux, principalement sur Twitter, j'ai vu beaucoup de réactions positives à ça, honnêtement. Beaucoup de gens
ont appris la nouvelle et puis c'était relativement positif justement, considérant que c'était un rachat justement vraiment qu'on s'en allait vers Embracer Group justement qui bon c'est pas c'est peut-être ça, c'est pas des tout nus dans l'industrie du jeu vidéo non plus aussi, ils ont fait leur marque aussi, c'est un groupe intéressant. Justement un regroupement. C'est sûr, après ça, j'ai hâte de voir est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour ces 10 studios-là? Est-ce que la ligne directrice va changer? Est-ce qu'il va y avoir des changements au niveau de la gestion d'entreprise, ces choses-là? Tu veux pas Square Enix, risque de changer de nom très probablement pour des raisons évidentes à ce niveau-là. Fait que ça va être quoi le nouveau branding? Ça va être quoi les nouveaux projets? Veux pas, il y a comme tu dis, il y a des bibliothèques de jeux qui ont été acquéries. Est-ce que on va pouvoir relancer ça ou continuer cette lancée? J'ai hâte de voir la suite, mais dans l'ensemble, c'est une nouvelle qui a été, de ce que j'ai vu personnellement, très positif là, pour la plupart des personnes, autant les développeurs, les gens qui travaillent là, que les fans des séries en tant que telles. J'ai pas vu de mon côté beaucoup de commentaires négatifs dans tous les partages que j'ai vus jusqu'à date. Là. Donc, ça va être à voir la suite. Là. Ouais, c'était la même chose de mon côté, fait que je suis content de voir ça, parce que souvent, avec ces grosses acquisitions-là, tu sais, qui rend quelque chose de... C'était pas quand même local en tant que tel, mais quelque chose de local plus international. Il y a des risques, justement, que, que tu perds des jobs ou du beau travail ou de la belle IP pays de Montréal qui s'en va ailleurs. Après, c'est souvent plus difficile pour ces studios-là de rester agiles, de sortir, de rester créatifs, etc. Mais moi aussi, tu sais, Firefox, j'ai vu juste des commentaires positifs. J'ose croire que ça va peut-être pas être le cas. Ou je l'espère, tu sais, Québec, Montréal, super beau communauté, milieu de développement de jeux vidéo. Puis ça serait vraiment de valeur que ça commence à s'effriter, mais j'ai pas l'impression ici que c'est le cas. Puis je vais même sauter à une autre nouvelle que j'avais vue passer, mais justement en parlant de communauté de jeux vidéo, Ubisoft Sherbrooke avait organisé hier, je pense, un Gaming Drinks à Sherbrooke, ce qui est très cool, je l'ai vu passer, puis c'est des événements comme ça qu'il faut de plus en plus, puis j'aimerais justement qu'on en ait plus en e-sports. Je sais que le LAN ETS, c'est comme un de ces événements-là, mais beaucoup plus poussé. Mais, moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je pense que ce serait vraiment intéressant d'organiser genre un e-sports meet-up récurrent, peut-être en collaboration justement avec genre le Meltdown. Bref, je relance l'idée jusqu'à temps que quelqu'un l'attrape au vol. Là. Moi, malheureusement, je suis un peu trop... Inquiète. Mais je pense que ça serait très, très cool. J'ai quelque chose dans la banque. Il y en avait pré-pandémie, je vais être honnête à ce niveau-là. Mais le problème, j'ai envie de dire à ce niveau, le problème, je le mets entre guillemets, c'est pas vraiment un problème, mais souvent, malheureusement, avec l'industrie du gaming, souvent on est éparpillé un peu partout au Québec, que ce soit les joueurs des autres. Et on ne pouvait pas sortir de chez nous, puis même avant la pandémie, mettons, on fait un événement à Montréal. C'est le fun d'inviter du monde de Montréal, mais c'est le fun d'en faire ailleurs aussi à ce niveau-là. Justement, on pourrait avoir, comme Ubi vient de faire, un Sherbrooke, Montréal, Québec. Ouais, c'est ça. Mais il y en avait, puis c'était cool pour vrai. C'est le même j'ai commencé à connaître beaucoup d'organisations. Comme il y a des Twitch Montréal Meetup. Justement, j'ai de quoi in the bank, là, je veux pas rien dévoiler parce qu'on ne dévoilera pas. Mais j'ai eu la même réflexion avec d'autres streamers / quand même gros créateurs de contenu québécois sur le manque de ce genre de type d'événement-là. Puis je suis en train de regarder justement qu'est-ce que ça implique, les coûts puis tout, puis le potentiel d'un genre d'événement-là. Parle à Bernie, je pense qu'il est impliqué dans les Twitch Meetup. It's in the way, là, comme il y a de quoi de... Tu sais, ça va venir, je pense il faut juste que quelqu'un starte. Ouais. Puis je pense que le fait que la pandémie est une opportunité incroyable pour reset ce genre de type d'événement-là. Puis, fait que it's in the way. Il y a quelque chose qui s'en vient. OK. Encore une bonne transition de Léo en parlant de créateurs de contenu et de la communauté. C'est insane. On parle ici de... T'avais-tu un commentaire Firefox avant la transition? Non, c'est bon. En parlant justement de créateurs de contenu québécois et d'événements, Charlène et Mimi Cozy organisent le Twitch Survivor. Honnêtement, j'ai tellement déjà parlé ce soir.
et je m'y connais pas tant que ça directement, que je laisserai la parole à Léo, vu que tu participes justement au concept. Donc, peux-tu nous donner un peu le background de qui sont Charlène et Mimi Cosy, si le monde ne les connaisse pas? C'est quoi le Twitch Survivor? Qu'est-ce qui a mené à l'idée, si tu sais? First of all, Mimi Cosy et Charlène, qui sont-elles 2 partenaires québécoises Twitch Québec? Je pense qu'ils sont dans pas mal, peut-être dans les tops partners Québec, ils average une centaine plus de viewers. Mimi Cosy est une streamer de Just Chatting. Charlène, une streamer majoritairement de Sims, React et contenu de variété. Et ils ont décidé, tu sais, vous savez comment au Québec, la scène du télé-réalité est forte. On aime tout le OD est populaire, Île de l'amour maintenant, Big Brother. Tu sais, c'est de quoi qui est très propre au Québec. Puis encore une fois, on comprend aussi que sur Twitch, le Just Chatting est sûrement la catégorie la plus populaire. En fait, elle l'est. C'est même pas une question. 450 viewers, 1000 viewers à chaque soir. Et elles, ce que ces filles-là se sont dit, c'est comment est-ce qu'on peut... Là, je vais peut-être peut-être j'invente des choses. Mais ils ont décidé d'un petit peu, genre, aller pousser un concept du Just Chatting, pousser un concept de justement des Sims, puisque Charlène est une experte. Honnêtement, elle est vraiment forte en Sims. Elle a fait des TikTok là-dessus. Elle aura produit Poudlard au complet sur Sims. Là. Puis je pense que s'il y en a qui jouent aux Sims dans la vie, ils comprennent un petit peu à quel point est-ce que c'est difficile. Et ils se sont dit, ben, comment est-ce qu'on pourrait justement faire un concept cool? Parce que maintenant, pour percer au Québec, il faut que tu aies des concepts. Et l'année passée, ils ont fait Occupation Twitch Afrique du Sud, dans le temps de l'Afrique du Sud, où ils ont pris des streamers et des streamers québécois, ils les ont mis basically dans une map sim, et ils les ont fait interagir comme OD. Et à travers ça, il y avait un concept incroyable où genre les streamers envoyaient des vocaux, des vidéos, ils faisaient des actions, puis ça a créé une télé-réalité sur un mois. Et l'année passée, ils récoltaient à peu près comme 400 viewers facilement à chaque stream qu'ils faisaient de genre regarder l'épisode. Et cette année, ben, ce qu'ils ont fait, c'est de pousser ça plus loin et d'amener justement le contenu québécois encore plus loin. Puis ils ont fait Twitch Survivor, qui est une réplique de Survivor, la série télé, durant laquelle on est, je pense, 9-ish, 10 peut-être streamers québécois. Là-dedans, il y a des gros noms. Il y a Madame Zoom, justement. Il y a la production et Mimi Cosy, Charlène, Dom Cassé qui sont toutes partners. Il y a les Névralgiques qui sont partners. Il y a Just Nana qui est partner. Il y a aussi Wildy Valentine. Il y a moi. Il y a Monsieur Turk partner. Il y a plein de gros streamers. Sans fromage, Floreya. Sans fromage est là. Floreya aussi, d'autres. Hashtag Able, hashtag Ad, hashtag There you go. Et tu sais, il y a des énormes créateurs de contenu qui participent à ça. C'est vraiment ça. Puis le montage vidéo est digne d'une série télé, honnêtement. Il y a une intro, il y a une chanson thème. On est là-bas. Moi, je suis dans le behind the scene parce qu'on parle. Il y a des alliances qui se créent. On a droit à des actions. On envoie pour pas mal à toutes les 10 ensemble entre 30 minutes et 1 heure de messages vocaux pour permettre aux filles de faire un montage à travers ça. Puis c'est, selon moi, honnêtement, présentement, le mois de mai va être basically... Si jamais vous sortez du e-sport un peu, c'est Twitch Survivor. Ça a l'air de ma question. Sims, dans un environnement compétitif, ça peut-tu être considéré un e-sport? Je pense pas, parce qu'il n'y a pas d'environnement compétitif qui englobe quand ça. Même, tu vas gagner, right? Il y a un gagnant à la fin? Oui, mais c'est un concept de série télé, il veut pas. Fait mais... est-ce que c'est... Non, Tu es en train de dire que Big Brother, c'est un e-sport, genre? Mais il n'y a pas de sport, mais ici, c'est basé dans un jeu, right? Ouais, c'est basé dans un jeu, mais c'est pas... C'est un e-game, d'abord. On joue pas activement contre du monde. C'est que c'est dans le behind the scenes. C'est qu'on envoie des trucs. C'est un côté de production télé que, genre, moi, je me suis fait dire, OK, ben pour ce message vocal-là, tu dois sound de même. Puis même moi, je sais pas de quoi je vais avoir l'air dimanche. Bernie dit si Able Esports devait créer un roster pour Twitch Survivor. On en a déjà un. Il y a trois créateurs de contenu de Able, dont Léo, Vinci, Joueur sans fromage, puis Florea. 3 sur 9. Comme, that's good chances. Je pense qu'honnêtement, tu sais pourquoi est-ce que je pense que c'est important d'en parler, c'est que All Esport, c'est selon moi, au niveau content québécois, le plus gros event pour le mois de mai. C'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve ça tellement cool, original. C'est du nouveau contenu, c'est créatif. C'est un jeu non exploité aussi, genre qu'il faut être honnête. Là, tu sais, quand je parle de concept de personnalité pour les jeunes créateurs de contenu ou de /esports player pour percer, là. Quand je dis
On va prendre plus la personnalité avant les skills, surtout quand t'es jeune. This is the point. Ces filles-là average 400 viewers à chaque fin de semaine, à chaque dimanche pour ce concept-là. C'est cool, le concept, c'est comme différent, mais en même temps familier. Maintenant, genre le mois de mai, tu tunes in là, pour ça là, en ce moment. Puis il y a des trailers, il y a des teasers, il y a des chansons thèmes. C'est un concept d'émission. Là. À un moment donné, comme tu vois les joueurs comme parler comme si c'était le confessionnal OD de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent. Puis je trouve que c'est quelque chose qui fait briller la scène québécoise parce qu'après ça, tu sais, je pense que Twitch, c'est Origin ou EA. Mais comme, c'est EA, je pense. Puis, c'est une manière de faire briller le Québec à travers la création de contenu qui dépasse le simple gaming, qui dépasse le simple compétitif. Puis, c'est quelque chose que toute personne désirant percer sur Twitch dans le monde du jeu vidéo devrait récolter. C'est ça. C'est comment dépasser le concept du jeu dans lequel je suis. Tu sais, par exemple, moi, justement, je vais créer le tournoi le Low Elo. On en a parlé, puis on en parlera peut-être plus tard, mais je crée un tournoi Low Elo qui est différent, mais ça fait partie du jeu. Il y a des hide and seek, il y a des party games qui peuvent se faire à travers Valorant. C'est pas juste je suis fucking radiant à Valorant. C'est pas juste je suis capable de péter des scores. Je le suis pas. Non, mais juste un théorie. Quoi, Léo n'est pas radiant? Je sais, mon mais la couleur gold et radiant sont quand même proches, mais malheureusement, t'es rendu silver. Je pense que c'est. Du gold 1, j'ai remonté. Oh, damn. Je pense que c'est vraiment ça. C'est juste de dire que c'est un concept incroyable qui va marquer la scène québécoise, que j'encourage le monde à aller voir. D'ailleurs, 2e épisode ce dimanche. Ça commence chez nous à 5h. Mais c'est vraiment ça, c'est de voir plus loin que le jeu, puis d'être capable de récolter ce potentiel-là que le Québec a. Je pense que ces filles-là le font à merveille et c'est important de le souligner parce que c'est sous-estimé. C'est mon point. Je sais pas, Firefox, si t'avais des commentaires là-dessus, mais pas besoin non plus. OD, c'est de la merde, mais. Fair enough. Mais Twitch ouvert, non, ben, je parle OD, le vrai OD, là. Je parle pas du concept ici. Mais c'est un peu ça. Je pense que tout le monde va être d'accord que ces émissions-là sont pas bonnes, mais c'est justement pour ça que le monde les regarde. C'est notre nanane au Québec. Les Québécois, les Québécoises, on est friands de ça. On dit tous que c'est de la chenoute, mais on est tous rivés devant nos écrans en train de regarder ça. C'est ça à ce niveau-là. Puis cette idée de faire ce genre de truc-là, tu sais, je connais. Tu sais, je vais être franc, je suis pas très présent sur la scène québécoise, Twitch à ce niveau-là, puis je suis un boomer à ce niveau-là. Il y a quelques noms que tu as dit, Léo, que je connais, les Névalgiques, bon, je connais ces noms-là. Fait que, Madame Zoom, j'en connais quelques-uns à ce niveau-là, mais je connais pas tout le monde. Mais c'est un peu ça qui est génial avec ce genre-là, c'est que tu t'attends pas à connaître tous les streamers qui vont être là, faut que tu en découvres. Fait que, tu sais, c'est tellement vague. Twitch Québec à ce niveau-là où les influenceurs au Québec, il y en a tellement de tous les genres, de tous les goûts. Star Fox, justement, Firefox, je m'excuse. Et ça, tu vois, c'est le plus gros problème que je pense qu'il y a présentement sur la scène québécoise, c'est que le monde veut rentrer dans le monde de la scène québécoise sans connaître what's up. Genre, ces noms-là que j'ai nommés, par exemple, veux pas, c'est dans les gros noms de la création de contenu québécoise. Si tu te lances même dans le e-sport, ça reste aussi mon point, là, c'est que moi, à mes yeux, puis ça c'est débattable, mais je pense plus que tu peux percer au e-sport québécois et te faire du cash et genre développer là-dedans sans être un créateur de contenu un peu. En même temps. T'as jamais pu faire ça en tant que Québécois de base, premièrement. Ouais, bon, ben dans ce cas-là, on est d'accord. Tu peux te démarquer puis devenir un pro, là, mais après. Ouais, puis je pense qu'en fait. Ouais, mais tu perces pas au Québec, si je veux dire. Connais de scene. Genre, sors de ton jeu un peu, deviens nice, connais c'est qui, genre. Charlène, Maripou, Madame Zoom, les Névralgiques, Floreya, Joueurs sans fromage, les partenaires québécois qui font du contenu, connais-les, interagis dans le chat, puis rentre dans le game Twitch, parce que si tu rentres pas dans le game Twitch, tu vas rester dans les 50 personnes québécoises qui écoutent du e-sport pour le e-sport. Ouais, le problème, mais je pense le challenge là-dedans que moi je vois, puis que tu le vois moins avec des gens comme BFO, Clays, puis même toi, Léo, c'est que le monde que tu viens de mentionner, ils sont pas dans l'e-sport. Genre, ils jouent pas à ces jeux-là. Ils ont leur public. Ils jouent pas à ces jeux-là. Tu sais, même Joueurs sans fromage, il est chez nous, ils jouent à D&D, ils jouent à des jeux qui sont non e-sportifs. Fait que, mais je suis d'accord qu'ils
si on peut créer ce pont-là, là, on arrive vraiment dans une place intéressante. Puis, tu sais, en parlant de pont entre les jeux puis d'autres choses, moi, je tiens à mentionner, tu sais, je parlais de Léo, puis j'aime tellement cette photo-là que je l'ai mis, mais ça n'a rien à voir ce que j'allais dire avec la photo. Mais, tu sais, Léo, justement, un peu comme Claze puis les autres qu'on vient de mentionner, il y a des idées qui sont hors juste streamer des jeux vidéo. Donc, il est dans Twitch Survivor. Il a fait le stream caritatif d'Able récemment. Il a parlé un peu de son tournoi de Valorant pour les... Comment dire ça? Pour les poches, si tu veux. Low Elo. Qui va faire justement avec certains de ses créateurs de contenu que je pense que tu viens de mentionner. Puis même au-delà de ça, puis on n'en parle pas souvent, mais Léo a sorti un e-book de mise en forme qui est quand même axé envers les gamers. Donc, si vous voulez ressembler à ce unit-là que vous voyez à l'écran, allez voir le Twitter à Léo et son Twitch pour votre copie. J'ai reçu la mienne cette semaine. J'ai pas commencé les entraînements, mais je l'ai lu, puis c'est vraiment bien fait. Je me lance le défi après la NTS de me remettre en forme. Je dois vous avouer que j'ai comme rank up pas mal durant la pandémie en termes de in-game rank, mais aussi en termes de grandeur de mes vêtements. Fait que, bref, Léo, je sais pas si tu veux comme un petit 10 secondes sur ton e-book ou sur ton tournoi, mais c'est un peu closing remarks là, qu'on est rendu. Parfait, closing remarks pour le e-book, c'est super simple. Dans le fond, moi, je suis entraîneur, j'ai étudié en kinésiologie, je suis dans le monde de l'entraînement depuis plusieurs années. Puis j'ai réalisé que dans le e-sport, c'est un sport, il faut le traiter comme tel. La motricité fine, la motricité générale, les réflexes, la posture, les muscles posturaux, les blessures, c'est une réalité qui existe dans les sports comme dans tous les sports. J'ai décidé de me lancer là-dedans en me disant genre, dude, le monde, s'ils ne se tiennent pas en forme, s'ils veulent performer plus, il leur faut un programme d'entraînement pour ça. Et j'ai décidé de lancer ça avec une mentalité qui est vraiment axée sur le travail de bureau, sur le e-sport, sur le gaming, puis de lancer de quoi de justement qui vise ces personnes-là, qui voudraient s'entraîner chez eux, qui veulent pas prendre 2 heures, qui veulent pas devenir des gym heads, qui veulent juste comme se sentir mieux dans leur corps puis balancer santé physique, santé mentale, performance physique et performance mentale dans le monde du e-sport et du gaming. Fait que j'ai starté ça. Ça va bien. Ça s'appelle de Léo Fitness. Point d'exclamation de Léo Fitness dans mon chat, si jamais un jour. Puis, voilà. C'est vraiment ça. Et si je peux me permettre un dernier mot, justement, pour revenir rapidement on parlait de créateurs de contenu qui ne font pas du e-sport. Dites-vous que ce monde-là, qui ont des centaines de personnes qui les regardent, là, qui, même s'ils ne font pas de e-sport, sur 100 personnes, il y en a au moins 3, peut-être même 10, qui aiment le e-sport. Ah, c'est sûr, si t'es branché sur Twitch, je pense que c'est même plus que 10 sur 100. Ouais, mais tu sais, mettons, je m'en vais dans le chat de joueurs sans fromage. C'est pas parce qu'il y a 75 personnes qui checkent pour 100 personnes qui checkent pour du D&D qu'il n'y en aura pas 5 qui vont vouloir me regarder moi pour du Valorant. Ça, c'est la mentalité que je dis à tout le monde. Impliquez-vous dans une communauté du monde qui font pas du e-sport. Puis éventuellement, genre, il y en a là-dedans qui aiment ça. Ouais, si tu veux devenir créateur de contenu, tu ouvrir ton cercle. Après ça, ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie. Tu sais, comme moi, comme caster, je me suis pas que je m'intéresse pas à ça, mais je me suis jamais impliqué à 100%. Comme streamer, quand j'étais streamer, diffuseur, puis j'atteignais 50-75 viewers sur mon stream. Oui, je m'impliquais. J'étais curieux de voir ce que les autres faisaient, je m'impliquais. Mais dans le terme de e-sports, je pense que. Comme organisation, ça peut être intéressant. Mais en tant qu'individu dans le e-sport, je pense que c'est pas de quoi qui est nécessairement pertinent, à moins que ce soit pour la curiosité très personnelle à ce niveau-là, honnêtement. Là. Comme ma part, ça m'a jamais empêché de travailler dans le sport électronique, de pas savoir qu'est-ce que Madame Zoom a diffusé la semaine dernière, à ce niveau-là, ou de savoir. Je l'ai croisé à des événements Twitch, puis je la trouve super cool, super drôle, puis j'ai vu quelques-uns de ses streams, mais c'est sûr qu'on peut pas écouter tout le monde tout le temps. Non, c'est ça, il y a tellement de contenu en même temps, déjà. Mais c'est bon de connaître ce monde-là. La bulle en général, de connaître un nom, ok, toi, tu fais quoi, tu fais ça un peu, quoi, j'ai entendu parler de toi. C'est toujours le PR est jamais de mauvaise chose. Qu'on soit dans le sport électronique, qu'on soit une orgue. Peut-être pas comme caster, mais au bout du compte, connaître la scène, connaître le monde, t'offres une popularité puis une 100%. Voilà. Ben ça t'offre des opportunités, ou ça, tu sais, le networking, puis là on parle de e-sport, mais dans n'importe quoi dans votre vie, là, messieurs, dames qui sont dans le chat, prenez-le de quelqu'un qui est sûrement plus vieux que vous, genre network. Pas nécessairement en termes de tu sais, il faut pas que ça soit explicite, genre, je m'en vais là pour networker, mais parler au monde, garder le contact avec le monde, faites des trucs, tu sais,
collaborer, offrir votre aide, vous allez en recevoir en retour, puis c'est comme ça que vous allez grow dans n'importe quoi dans la vie. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est quand j'ai fait RDS pour le e-sport, quand j'ai commencé à RDS, c'est moi qui ai fait leur premier projet pilote à la télévision de e-sport. La raison pourquoi ils m'ont contacté, c'est parce que le producteur avait un ami gamer qui lui connaissait un propriétaire de bar qui me connaissait moi. Tu sais, quelles sont les chances que... Non, mais exactement, tu sais jamais quand est-ce qu'un gars va se souvenir de toi. Ah, lui, il est bon dans l'e-sport, il fait ça, puis à un moment donné, il va te référer à ce niveau-là. C'est un exemple hyper bizarre que je raconte là, mais c'est de même que c'est de même que j'ai fait le projet pilote chez RDS, parce que je connaissais un gars, puis j'avais fait une bonne impression, puis qui se souvenait de moi, puis qui aimait ce que je faisais comme travail à ce niveau-là, puis qui en a parlé à quelqu'un, puis fait que tu sais jamais qui à un moment donné va te renvoyer l'ascenseur. Fait que juste avoir du PR puis une bonne première impression avec les gens en général, c'est toujours bon à avoir. Surtout dans l'époque des réseaux sociaux, Twitch, e-sports, électronique, tout ce qui est virtuel surtout, là. Encore plus. 100%. Je suis d'accord. J'ai rien d'autre à ajouter, messieurs. Closing remarks, je sais pas si vous en avez d'autres. Firefox, Léo, non? Oui, peut-être. Moi, je suis good. C'était un podcast incroyable, rempli de sujets. Presque 2 heures à 3. Donc, moi, là, je reviens, puis on prend 3 sujets, puis je débat, puis j'obstine du monde pendant 2 heures. Je pense qu'on va commencer à faire de plus en plus d'épisodes spéciaux comme qu'on avait fait sur la rémunération en e-sport. Si vous voulez aller regarder ça sur notre YouTube, c'était assez intéressant comme débat. Mais il y a plein de sujets justement qu'on pourrait débattre longtemps. T'sais, même la LCSE, je pense qu'on aurait pu se lancer en 1h30 juste sur ce sujet-là. Fait que lancez-nous vos idées s'il y a des sujets que vous voulez entendre. Puis c'est la même chose pour Léo puis Firefox. S'il y a des sujets que vous voulez entendre, ça nous fera plaisir de justement organiser quelque chose autour de ça. Mais c'est le but de ce podcast-là, de faire débattre le monde, de faire parler le monde de notre scène. Donc, n'hésitez pas d'interagir avec les questions qu'on pose sur nos médias sociaux d'Able Esports. Le plus qu'on parle de notre scène, le plus de monde vont comprendre c'est quoi les esports, le plus de monde vont donner plus que juste des laptops pour leurs pauvres étudiants dans les cafétérias. C'est tellement... Et le plus qu'on va aller chercher du rayonnement, puis peut-être qu'un jour, on en a parlé aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, on aura des équipes québécoises, on pourra percer au Québec pour faire quelque chose de cool dans le sport électronique. Moi, j'ai aucun doute que ça s'en vient. Fait que j'ai grand espoir. Merci, messieurs, dames. #Jason Esports, JAS1S Esports. Tous les jeudis soirs, on en parle, mais il y a tout plein de choses qui se passent tout le temps sur Twitch, en e-sport et autrement. Donc, impliquez-vous dans la scène. Et sinon, on se voit toute la semaine prochaine pour le podcast jeudi qui va être une journée avant le LAN ETS. Et on espère que tout le monde va être au LAN ETS, justement. Bel rassemblement. Je vais prendre des photos. Léo risque d'avoir un sofa au LAN ETS. Donc, si vous êtes fatigué, venez vous asseoir avec Léo. Là. J'essaie à relire simplement une petite phrase par rapport à ça de justement Styles. Attends. Moi, je t'échange une place sur le casque de la NTS. Elle a dit littéralement tout va bien se passer pour le sofa, on cherche juste une place. Donc, je vais avoir un sofa, ça part. Ça part. Sofa Léo Vinci. Écoutez, messieurs, merci à tout le monde dans le chat. Merci Léo, merci Firefox. Très, très, très cool. Toutes les discussions qu'on a eues, un peu plus de débat aujourd'hui, fait qu'encore plus nice. C'est pour ça qu'on a pris le double du temps, mais c'est bon. On se revoit. On vous lance chez Vexo, justement, si vous voulez du e-sport. Il joue à CSGO en ce moment et on se reparle très, très bientôt. Ciao! Bisous!